L'anime commence par une légende. On dit que lorsque les démons s'éveilleront des profondeurs des ténèbres, ils transformeront le monde en enfer. Ce jour-là, la déesse du destin choisira 6 héros et leur accordera le pouvoir de sauver le monde. Puisqu'ils sont toujours 6, ils sont connus sous le nom de Braves des Siffleurs. Dans la scène suivante, nous nous déplaçons vers le royaume de Piena, où les demi-finales du tournoi divin sont sur le point de commencer. L'annonceur déclare que le match opposera le capitaine de la garde royale, Baitol Rainhawk, et le représentant des mercenaires de l'ours rouge, Quatogan. Il rappelle à tout le monde que le duel se tiendra en présence du grand roi de Piena et de la déesse du destin elle-même, et demande aux concurrents d'offrir un combat équitable, car le vainqueur affrontera le champion du tournoi précédent, la princesse Nashetania. Mais avant que le match ne commence, l'événement est soudainement interrompu par un jeune homme nommé Adlet Meyer, qui proclame audacieusement être l'homme le plus fort du monde. À la surprise générale, il demande que les règles soient changées pour que les deux combattants puissent l'affronter en même temps. En entendant cela, Quatogan ordonne aux gardes de l'éloigner, mais lorsqu'ils essaient de cerner Adley, il les bat facilement, étonnant la foule. Pour cette raison, Quato et Rainhawk décident de le combattre ensemble, mais Adley évite aisément leurs attaques. Ensuite, il lance des bombes fumigènes et profite de la confusion pour abattre ses adversaires. Après les avoir vaincus, il s'excuse de les avoir blessés avec un poison extrêmement douloureux. Enfin, il annonce à nouveau son nom à tout le monde et proclame à la déesse qu'il est l'homme le plus fort du monde. Il exige alors d'être choisi comme l'un des 6 braves. Avant qu'il ne puisse terminer sa déclaration, les gardes le renversent. Adlet voit toute l'audience se retourner contre lui, même les spectateurs. La scène change. En prison, l'annonceur du tournoi le prévient qu'il n'échappera pas à la punition pour avoir profané un tournoi sacré. Adlet, imperturbable, fait une sieste jusqu'à ce qu'il soit interrompu par une jeune femme qui lui dit qu'elle est une fan. Elle dit qu'elle veut en savoir plus sur lui, alors elle demande s'ils peuvent parler. Adlet accepte et lui dit qu'il est né à Ouro, dans le pays des lacs blancs. À l'âge de 10 ans, il a tout laissé derrière lui pour vivre avec son maître, Atrospiker, et passer chaque heure à s'entraîner, car son objectif était de vaincre le dieu démon, et tout son style de combat a été créé dans ce seul but. Adlet demande ensuite à la jeune femme ce qui s'est passé avec le tournoi. Elle explique qu'ils ont simplement recommencé le combat qu'il avait interrompu. Quand la jeune femme l'a entendu, elle a été fascinée par son histoire, mais elle a souligné que s'il voulait être le plus fort du monde, il devrait d'abord vaincre Nashetania. Il lui a dit qu'il le savait, et c'est exactement pourquoi il espérait qu'elle se montrerait quand il a interrompu le tournoi. Mais comme elle ne l'avait pas fait, il était sûr d'être meilleur que la princesse, et qu'il n'y avait personne de plus fort que lui dans le monde entier. Elle a demandé pourquoi il le croyait, et il a dit qu'il le savait simplement, tout comme la déesse du destin le savait. C'est pourquoi, dit-il, il devait le prouver non seulement au dieu démon, mais au monde entier. Adlet a ensuite demandé ce qui était arrivé au tournoi, et elle lui a dit qu'ils avaient simplement rejoué le match qu'il avait interrompu, et que Quato avait gagné la demi-finale. Mais en finale, Nashetania l'a complètement détruit. Adlet trouve cela étrange, car il pensait que l'homme plus âgé était le plus fort des deux. Elle suggère qu'il a peut-être perdu parce qu'Adlet lui a blessé l'épaule. Alors qu'Adlet regrette d'avoir influencé le résultat, la jeune femme demande pourquoi il se dit le plus fort du monde. Il répond qu'il le fait parce que c'est la vérité, et cela signifie qu'il sera inévitablement choisi comme l'un des 6 braves. Elle demande pourquoi il veut devenir l'un d'eux, et il explique que son objectif est de vaincre le dieu démon. C'est aussi pourquoi il a participé au tournoi, car il connaît l'histoire de la Sainte de la Fleur. La jeune femme dit qu'elle le sait aussi. Il y a longtemps, un démon est apparu sur le continent et a commencé à attaquer les gens. Ce démon non seulement tuait, mais divisait aussi son propre corps pour créer d'autres démons connus sous le nom de Finns. Les armées de l'Empire éternel, Rohan, ont été complètement vaincues, entraînant la chute de l'Empire. La famille royale a été massacrée et ses villes ont disparu de la carte. Au milieu du désespoir, le peuple se résigne à son sort. C'est alors que la sainte est apparue. Parce qu'elle portait une fleur à la main, elle a été appelée la sainte de la fleur. Après une longue bataille, elle a réussi à repousser le dieu démon à l'extrême ouest du continent et à le vaincre. Cependant, lorsqu'elle est revenue, elle a averti les gens que le dieu démon était toujours vivant et qu'un jour, il se réveillerait de son sommeil pour transformer le monde en enfer. Elle a également prophétisé que lorsque ce jour viendrait, 6 héros apparaîtraient portant son pouvoir pour le détruire. Adley ajoute que pour être choisi, les candidats doivent faire leurs preuves dans les temples de la déesse du destin. S'ils réussissent, la marque de la fleur à 6 pétales apparaît sur leur corps. En entendant cela, la jeune femme poursuit son histoire. Il y a 700 ans, les premiers braves sont apparus. Leurs noms étaient Volmer, le roi héroïque, Bonne de l'arc sacré, Polka, la sainte du feu, Sunimor, la sainte de la glace, Emi, la sainte du soleil, et Ange, le guerrier sans nom. Aux côtés du dieu démon,
Il y avait aussi Zoafleur, le roi démon, que les braves ont réussi à retenir suffisamment longtemps pour permettre la défaite de leur maître. 300 ans plus tard, les braves sont réapparus pour défier le dieu démon. Cette fois, ils étaient Mari, Ayuha, Melrania, Bodol, Roy et Maniakam, et bien que certains d'entre eux aient été perdus, ils ont réussi à le sceller. En entendant cela, Adlet révèle qu'après la dernière apparition du dieu démon, de nombreux monstres ont commencé à apparaître au cours des 10 dernières années. Elle l'informe que le joyau prophétique s'est fissuré et que le cristal qui signale le roi démon s'est assombri. Cela rend probable que le dieu démon se réveillera cette année. Adlet répond que si c'est le cas, il sera bientôt choisi comme l'un des 6 braves. Elle lui demande alors s'il connaît le chevalier Matora Wishita du pays des fruits jaunes. Adlet répond que oui. Il est connu comme le meilleur archer du monde. La jeune femme mentionne ensuite Fudelka du pays des sables dorés et Aserai, la sainte de glace. En s'approchant de lui, elle révèle qu'ils ont tous été tués. Adlet conclut que quelqu'un essaie d'éliminer les braves potentiels avant que le dieu démon ne se réveille. Elle lui dit aussi qu'elle ne croit pas que les démons soient responsables de leur mort et lui conseille de rester en prison jusqu'à ce qu'ils se rétablissent puisque les prisons sont fortement gardées. Il répond que cela ne semble pas être le cas vu la facilité avec laquelle elle a réussi à entrer. La jeune femme rit et dit qu'elle devrait partir avant que les gens ne se fâchent contre elle. Avant qu'elle ne parte, Adley lui demande de dire à la princesse qu'elle ferait mieux de devenir l'une des braves car il attend avec impatience le jour où ils pourront unir leurs forces. Ces mots laissent la jeune femme sans réponse, bien qu'elle promette de transmettre le message. En s'éloignant, elle pense qu'il ne semble pas très futé. Le lendemain, Adley est informé qu'il sera emprisonné à vie. Il est emmené dans une fosse où des ossements humains sont éparpillés. S'installant pour se reposer, il trouve une arme et une pomme. Les jours passent et Adlet survit facilement dans sa cellule. Mais l'ennui commence à le gagner et il se demande s'il devrait commencer à planifier une évasion. Pendant ce temps, en ville, tout le monde entend une voix monstrueuse qui les perturbe. Soudain, le soleil semble se lever alors qu'il fait encore nuit. Un garde remarque que la lumière vient de Gwenbyr, au-delà de laquelle se trouve le pays des démons. Il conclut que le dieu démon est peut-être sur le point de se réveiller. La scène revient à Adley. Alarmé, il voit quelque chose de mystérieux s'approcher de lui jusqu'à ce qu'il réalise que la marque de la fleur à 6 pétales est apparue sur son corps. Fou de joie, il commence à crier au garde qu'il a été choisi comme l'un des 6 braves. Avant qu'il n'arrive, la princesse Nashetania apparaît à sa cellule. Elle se présente et révèle qu'elle a également été choisie. En entendant cela, Adlet se présente comme l'homme le plus fort du monde. La princesse montre alors une partie de son pouvoir et le libère de la cellule. Immédiatement après, elle enferme tous les gardes dans la cellule qu'Adlet occupait. Les deux s'enfuient rapidement vers l'endroit où des chevaux les attendent, préparés par la princesse, et quittent le royaume. Adley lui dit qu'ils se rendront d'abord à sa cachette, puis à Gwenbyr dans les montagnes de fer, et enfin au pays des démons, où les braves choisis doivent se rassembler. La scène suivante s'ouvre avec Adley et Nashetania poursuivant leur voyage. Soulagés que pour l'instant, ils ne semblent plus être poursuivis. Adley dit à la princesse qu'ils quitteront bientôt Pigna pour entrer dans Fandine. Ils tombent sur un verger et Nashetania est complètement fascinée car elle n'en a jamais vu auparavant. Pour s'amuser, elle prend un fruit sur le chariot d'un marchand et le goûte. Elle avoue ensuite à Adlet que quand elle était petite, elle pensait que les fruits poussaient directement sur les assiettes. Adley n'est pas surpris étant donné qu'elle est une princesse. Quelques instants plus tard, Nashetania aperçoit une charrette chargée de carottes et décide d'en prendre une et de la manger crue, surprenant cette fois réellement Adlet. Plus tard dans la journée, alors qu'ils se préparent à se reposer, la princesse utilise ses pouvoirs pour découper leur nourriture. Adlet observe attentivement, intriguée. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle décide d'en faire encore plus, ce qui pousse Adley à se demander à voix haute si c'est le pouvoir d'une sainte. Elle lui demande s'il a déjà rencontré une autre sainte auparavant, et il répond que oui. En fait, il en a même connu une personnellement. C'était une fille étrange qui n'aimait pas du tout être une sainte, ce qui surprend Nashetania. La princesse demande alors s'il aimerait avoir les pouvoirs d'une sainte comme tant de gens le souhaitent. Adlet répond que non. Il est déjà l'homme le plus fort du monde, et en plus, seules les femmes peuvent être des saintes. Nashetania rit et dit qu'elle a l'intention de profiter au maximum du pouvoir qui lui a été accordé par un dieu qui préfère apparemment les femmes. Puis, sans prévenir, elle l'attaque en plaisantant en disant que cela ne devrait pas être si difficile pour lui d'esquiver ses coups. Agacée par ces jeux, Adlet la gronde. Elle s'excuse de l'avoir taquinée et admet qu'à cause de son comportement particulier, ses serviteurs étaient souvent agacés par elle et que son père lui prêtait rarement attention. Parfois, dit-elle,
elle se demande si elle n'est qu'un fardeau pour les autres. Adley, un peu maladroit, lui dit que ce n'était pas si grave. Elle rit et demande s'il pensait qu'elle était triste, le laissant perplexe. Elle le rassure en disant qu'elle ne se déprime pas si facilement et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle. La scène passe à nouveau à leur voyage. Nash et Tanya essaient de calmer Adlet car il est encore agacé par son attitude précédente. Il l'ignore et lui rappelle qu'ils sont sur le point d'affronter le dieu démon, donc elle doit arrêter de plaisanter. En entendant cela, elle promet que cela ne se reproduira plus, admettant que tout cela est nouveau pour elle. Même si elle comprend l'importance de leur mission, elle dit qu'elle ne peut s'empêcher de se sentir excitée. Cette nuit-là, alors qu'ils se reposent, Nash et Tanya racontent à Adley une guerre civile à Piena il y a 6 ans. Adley dit qu'il n'en savait rien parce qu'il s'entraînait dans les montagnes à l'époque. Elle révèle alors tristement que son père a été accusé d'avoir déclenché la guerre, ce qui l'a laissé comme un simple dirigeant marionnette sans pouvoir. Adley demande si le premier ministre détient le véritable pouvoir et elle le confirme. Elle poursuit en disant qu'après avoir perdu sa mère et son frère aîné, elle est la seule à rester dans la famille royale. Nash et Tanya confient qu'Adley est la première personne à qui elle peut parler d'égal à égal sur ce qu'elle ressent vraiment. Adlet lui dit qu'il la traite en égal parce qu'ils sont tous deux des héros, puis lui lance son manteau pour qu'elle n'ait pas si froid. Il la prévient qu'ils devront dormir dehors pendant un certain temps et que le sol peut être dur. Elle répond qu'elle y est habituée. Pendant la guerre civile, son père a même ordonné son exécution. C'était avant qu'elle ne devienne la sainte des lames et elle a été forcée de vivre en fugitive pendant longtemps. À l'époque, la seule chose qu'elle souhaitait était une nuit sans craindre pour sa vie. C'est pourquoi elle dit que si dormir par terre maintenant signifie accorder cette même paix au reste du monde, elle le fera d'innombrables fois. Fière de sa détermination, Adlet lui dit de dormir un peu puisqu'ils devront se lever tôt. Le lendemain matin, Adlet se réveille et trouve Nash et Tanya en train de regarder le lever du soleil. Il la rejoint et elle lui dit que regarder l'aube lui apporte paix et tranquillité, même avec le réveil du dieu démon. Adlet répond que cette paix disparaîtra s'ils perdent. Reposant sa tête sur son épaule, elle lui dit qu'ils doivent travailler dur pour s'assurer que cela n'arrive pas. Dans la scène suivante, ils reprennent leur voyage. Nash et Tanya parlent de Goldof Aora, qui est parti il y a 6 mois pour trouver le tueur de héros. Adlet demande s'il est le chef des chevaliers de la Corne Noire et elle le confirme. Elle dit que son dernier message était qu'il n'avait trouvé aucune piste et qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis. Adlet suggère que peut-être le tueur l'a atteint, mais Nash et Tanya rejettent l'idée, disant que Goldof est fort. Adley lui rappelle qu'elle l'a vaincu l'année dernière, mais elle explique avec irritation qu'il l'a laissé gagner à la dernière seconde, ce qui l'a beaucoup frustré. C'est pourquoi elle lui a fait promettre de ne pas mourir jusqu'à ce qu'elle puisse lui rendre l'appareil pour cette humiliation, et pourquoi elle est certaine qu'il est toujours en vie. Même ainsi, elle admet qu'elle est un peu inquiète puisque Goldaf n'a que 16 ans. Adley fait remarquer qu'ils ont tous les deux 18 ans, donc la différence n'est pas grande. Il demande ensuite s'il y a eu d'autres victimes du tueur de héros, et elle dit que non. Un peu embarrassée, Nash et Tanya lui dit que Riora, la sainte du soleil, a disparu depuis un mois. Cela surprend Adley. Il se souvient que lorsqu'il était jeune, Riora a détruit un château ennemi avec des éclairs brûlants venus du ciel. Cependant, il se plaint qu'en raison de son âge avancé, elle ne peut plus être considérée comme une brave potentielle, donc il doute que le tueur la viserait. Nash et Tanya admet que c'est précisément pour cette raison qu'elle ne sait pas si elle doit signaler sa disparition. Adlet lui dit que cela n'a pas d'importance car tôt ou tard, ils tomberont sur le tueur et devront l'affronter. En traversant un pont, il dit qu'ils atteindront bientôt Gwenbower et qu'avec seulement 10 jours restants pour atteindre le pays des démons, ils doivent se dépêcher. La scène change. Sur la route, ils rencontrent des gens fuyant Gwenbower. Cela attire l'attention de Nash et Tanya. Adley la prévient qu'ils seront probablement attaqués bientôt parce que l'ennemi veut empêcher les braves de se rencontrer. Il explique que c'est ainsi qu'un des héros du passé est mort, ajoutant que son maître lui a beaucoup appris à ce sujet. Plus tard, Adlet remarque que Nash et Tanya est distraite et lui demande si elle est nerveuse. Elle le nie, bien qu'elle le soit clairement. Il lui dit de se détendre, lui rappelant que la bataille n'a même pas encore commencé. Il lui demande de sourire, mais elle dit que c'est impossible car ses mains ne cessent de trembler. Quand elle regarde Adlet, elle le voit faire des grimaces ridicules, ce qui la fait rire et l'aide à se calmer. Soudain, il tombe sur une famille fuyant des monstres. Le père dit à Adley que ses amis et son plus jeune fils ont été laissés derrière. Adley dit à Nash et Tanya de le suivre, soupçonnant qu'il pourrait s'agir d'un piège. Malgré cela, ils décident de vérifier et lorsqu'ils arrivent, ils voient des monstres attaquer des villageois.
Adley pense en lui-même que l'homme le plus fort du monde ne peut pas les abandonner et se jette dans le combat. Il utilise le feu pour éliminer un groupe de monstres avec un peu d'aide de la princesse, puis joue de la flûte pour attirer le reste et les achever plus facilement. Pourtant, un monstre parvient à se jeter sur Nashetania, mais elle le vainc facilement. Adley loue sa performance, disant que cela ne semblait pas être sa première fois. Épuisée, elle admet que c'était sa première vraie bataille et que c'était seulement grâce à lui qu'elle était restée en arrière-garde. Elle promet qu'elle sera plus utile à l'avenir et Adley dit qu'il compte sur elle. Après le combat, Adlet s'approche des villageois pour demander s'il y a des personnes qui ne sont pas sorties. Il apprend qu'une voyageuse est encore seule dans le village, ce qui le pousse à aller vérifier immédiatement. Mais Nashetania l'arrête, lui disant tristement que puisqu'ils ne sont que deux, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Aussi douloureux que cela soit pour elle, elle dit qu'ils devraient continuer leur voyage. Cela pousse Adley à réfléchir à la difficulté de leur mission. Malgré cela, il décide de retourner au village pour chercher la voyageuse, laissant Nashetania derrière. Il pense que pour vaincre le dieu démon et être vraiment le plus fort du monde, il doit aussi sauver des gens. Pendant ce temps, la princesse essaie de le suivre, mais des monstres apparaissent sur son chemin, menaçant les villageois. Adley, de son côté, fouille le village et trouve une boule de fer logée dans le corps de l'un des monstres morts. D'après le nombre d'ennemis qu'elle a tués, il réalise que la voyageuse n'était pas du tout sans défense. Peu après, il l'aperçoit au loin et est frappé par son apparence. Il la regarde utiliser ses pouvoirs pour aider des animaux, mais elle le remarque rapidement. Elle demande qui il est, mais au lieu de répondre directement, Adlet demande si elle aime les chiens. Elle dit oui, bien qu'elle admette qu'elle déteste les humains, puis elle pointe son arme sur lui, lui rappelant de répondre à sa question. Adley se présente et lui dit qu'il est l'un des six braves. Tout comme elle, la jeune femme dit que son nom est Frémy Speeddraw, puis tire un coup de semonce, lui disant de ne pas s'approcher. Irrité, Adlet s'avance vers elle quand même. Frémy demande s'il est venu pour la tuer. Il répond non, précisément parce qu'ils sont tous les deux des braves. Elle répond que c'est exactement pour cela qu'elle a demandé. Pendant ce temps, après avoir éliminé les monstres, Nashetania est attristée de voir que son cheval est mort. Soudain, elle entend des bruits de sabots et, pensant que c'est Adlet, elle se retourne. Mais c'est Goldaf Awara. Goldaf s'excuse d'être arrivé en retard et lui dit qu'il est venu l'aider puisqu'il a lui aussi été choisi comme l'un des six braves. Il promet que, si nécessaire, il la protégera de sa vie. Frustré, Nashetania lui rappelle qu'ils sont camarades et, en tant que héros, devraient se protéger mutuellement. Mais Goldaf insiste sur le fait qu'elle est spéciale et que personne ne devrait la toucher. La princesse lui permet de continuer à la traiter comme il l'a toujours fait, puis demande s'il a des nouvelles sur le tueur de héros. Goldaf dit non, mais il a obtenu un indice crucial. Il a appris le nom et l'apparence du tueur. Enfin, il révèle que le tueur de héros est un tireur aux cheveux blancs nommé Frémy. Ailleurs, Frémy dit à Adlet qu'elle a déjà entendu parler de lui. Dans le tournoi de Piena, les gens l'appelaient le guerrier lâche. Adley l'interrompt et insiste sur le fait qu'il est en réalité l'homme le plus fort du monde parce que faire tout ce qu'il faut pour gagner n'est pas lâche. D'ailleurs, ajoute-t-il, un lâche ne se déclarerait pas le plus fort. Il lui dit de baisser son arme. Frémy demande s'il est venu avec quelqu'un. Adley répond que peut-être Nashetania, la princesse de Piena, est à proximité. En entendant cela, elle lui ordonne de dire à Nashetania et à toute autre personne qu'il rencontre que son nom est Frémy Speeddraw, la sainte de la poudre. Elle avertit qu'elle ne voyagera pas avec eux car elle a l'intention d'affronter le dieu démon seule. Et pour cette raison, elle veut être laissée en paix. Puis Frémy demande à Adlet s'il se souviendra de tout ce qu'elle a dit. Lorsque le protagoniste essaie de s'approcher, elle tire à nouveau. Alors qu'elle s'enfuit, Adlet, agacé, attrape l'équipement de son cheval et part à sa poursuite. Mais peu importe la vitesse à laquelle il chevauche, il ne peut pas la rattraper. Il décide de la suivre, mais Frémy a bien caché sa piste, laissant des distractions en chemin. Même ainsi, après s'être arrêté pour réfléchir, Adlet parvient à la trouver, ce qui surprend Frémy lorsqu'elle voit ses compétences de pistage. Après une longue poursuite, Adlet l'intercepte. Elle demande pourquoi il la suit. Il dit qu'il ne sait pas. Elle menace de tirer s'il continue. Adley la réprimande, lui rappelant qu'elle ne peut pas vaincre le dieu démon seule parce que, si les 6 héros ne travaillent pas ensemble, ils perdront. Frémy, défiant, dit qu'elle prouvera qu'elle peut gagner sans l'aide de personne. Il demande pourquoi elle veut éviter de rencontrer les autres héros, et elle répond que c'est parce qu'ils vont la tuer. Voyant sa confusion, elle dit qu'ils ont 3 options. Premièrement, écouter ses raisons, puis essayer de la tuer. Deuxièmement, ne pas écouter ses raisons et essayer de la tuer quand même. Ou troisièmement, faire demi-tour et partir. Adley choisit la première option. Frémy avertit que si elle lui dit ses raisons, elle essaiera de le tuer, mais de toute façon, elle va affronter le dieu démon seule. Elle ajoute qu'elle préférerait ne jamais le revoir et s'éloigne. Fatiguée des allers-retours,
Adlet lance une bombe fumigène pour la désarmer. Puis il lui dit qu'il va l'accompagner parce que si elle ne le tue pas sur le champ, il pourrait bien s'enfuir avec ses affaires. Elle exige de récupérer ses affaires, mais Adlet explique que son maître lui a dit quelque chose à propos des armes à feu. Ils sont inutiles sans munitions. C'est pourquoi il garde ses balles pour s'assurer qu'elle ne peut pas le menacer. Il admet qu'il ne comprend toujours pas pourquoi elle veut aller seule là où se trouve le dieu démon, ou pourquoi elle croit que les autres héros veulent la tuer. Pourtant, dit-il, l'homme le plus fort du monde n'abandonne jamais l'un des siens, c'est pourquoi il a décidé de l'aider. Il lui dit de le suivre et Frémy hésite. Même avec lui marchant devant et lui offrant une occasion parfaite, elle ne peut pas appuyer sur la gâchette. En utilisant un miroir, Adlet vérifie et confirme que Frémy a décidé de le suivre, soulagée qu'elle n'ait pas tiré. Pendant ce temps, la princesse Nashatanya et Goldof combattent un nouveau monstre et le battent facilement. Soudain, un autre monstre surprend Nashatanya et Goldof déchaîne son pouvoir pour la sauver. Puis Goldof voit le cheval d'Adlet arriver avec un message pour la princesse. Goldof demande qui l'a envoyé et elle lui dit que c'était Adlet Mayer, ce qui le surprend. Après tout, c'est l'homme qui a ruiné le tournoi. Mais Nashatanya lui dit de se calmer, l'assurant qu'Adlet est digne de confiance, même s'il a décidé de la laisser seule pour l'instant. La scène se déplace vers la princesse et Goldof poursuivant leur voyage. Goldof dit que selon Reynok, Adlet l'a trompé pendant le tournoi et l'a même kidnappé. La princesse répond qu'Adlet est une bonne personne et qu'ils s'entendront bien. De retour avec Adlet, il marche aux côtés de Frémy et lui dit que même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe, il prévoit de la protéger parce qu'elle est l'une des leurs. Elle lui dit de se taire et de continuer à marcher parce qu'il commence à l'agacer. Plus tard, Adlet dit que son maître lui a dit que les armes à feu ont été inventées il y a 30 ans. Cependant, elles ne sont pas très puissantes, prennent du temps à tirer et ne sont pas utiles contre les monstres. Mais comme le pistolet de Frémy a tué tant de gens, il se demande si c'est une arme spéciale améliorée ou si c'est parce qu'elle est la sainte de la poudre à canon. Il lui demande où se trouve son temple et si elle a des explosifs de rechange à lui donner. Elle l'ignore, alors il se plaint et Frémy dit qu'il est arrogant et impulsif. Adlet retient sa colère jusqu'à ce qu'elle lui suggère de retourner à Nashatanya s'il s'inquiète tant pour elle. Il le nie, disant qu'en ce moment c'est Frémy qui l'inquiète le plus. Elle rit et admet qu'elle n'a jamais pensé que Nashatanya serait choisie comme héroïne. C'est pourquoi elle n'attend pas grand chose de cette génération de braves. Adlet dit qu'elle a tort. Nashatanya est une combattante capable, bien qu'inexpérimentée par rapport à l'homme le plus fort du monde. Il rappelle aussi à Frémy qu'elle peut toujours compter sur lui, ce à quoi elle répond qu'il est ridicule. Plus tard, à la surprise d'Adlet, Frémy lui demande une faveur. Elle sait qu'il y a de bonnes chances qu'ils finissent par essayer de s'entretuer un jour, et si ce moment arrive, elle veut qu'il lui montre de la clémence. Bien qu'il puisse la couper avec son épée, elle ne veut pas qu'il l'achève. Il dit que si elle doit demander quelque chose, ce devrait être qu'ils se battent ensemble. Cela l'agace, car elle dit qu'il n'exaucera pas cette demande de toute façon. Alors qu'il regarde le pays des démons, Frémy dit à Adlet qu'elle ne peut pas mourir avant d'avoir vaincu le dieu démon de ses propres mains. Adlet dit qu'ils doivent rencontrer les autres braves à l'isthme qui relie la péninsule au continent. Il est surpris par la couleur étrange de la terre, et Frémy explique que tout humain qui y met le pied mourra en une journée, sauf les 6 braves qui sont immunisés grâce à la protection divine de la déesse du destin. Adlet aperçoit une forteresse qui a été attaquée et dit à Frémy qu'il s'en inquiète. Il suggère qu'ils enquêtent. À leur arrivée, ils se sentent tous deux épuisés par la chaleur intense. Frémy avertit que si elle voit un héros à l'intérieur, elle s'enfuira. Adlet comprend et lui rend ses balles. Ils atteignent la porte de la forteresse où Adlet demande si des héros sont à l'intérieur. Les gardes disent que d'autres sont passés il y a 2 jours et sont partis. Soulagé, Adlet dit à Frémy qu'il n'y aura pas de problème et ils entrent, accueillis par un homme nommé Lorn. Lorn explique qu'il est responsable parce que le général et les capitaines ont été tués. En marchant parmi les cadavres de monstres, il dit qu'il protégeait quelque chose d'important. Quand Adlet demande quoi, Lorn révèle que le roi de Gwenbyre a préparé une ressource spéciale pour aider les 6 braves. Il les conduit dans une pièce et explique que le roi a développé un moyen de sceller l'entrée de la péninsule une fois que les braves sont à l'intérieur. C'est la barrière fantôme créée avec les pouvoirs combinés des saints de la brume, des illusions et du sel. Cette barrière emprisonnera les monstres dans la forêt, les empêchant d'entrer ou de sortir du brouillard épais qu'elle crée. Il leur montre le temple d'où la barrière est activée, bien protégée des attaques de monstres. Mora, la sainte de la montagne et membre des 6 braves, y attendra. Lorsque tout le monde sera rassemblé, elle enverra un signal pour qu'ils viennent activer la barrière.
Lorne avertit également que s'ils sont vaincus avant de se retrouver, un autre signal sera envoyé. Et dans ce cas, n'importe lequel des 6 peut aller au temple pour l'activer. Adlet souligne que si cela se produit, un héros ne pourra pas entrer dans le pays des démons. Lorne confirme cela et leur montre une réplique de l'hôtel du temple pour leur apprendre à l'activer. Adlet s'entraîne une fois, disant que c'est facile et promet de se souvenir des étapes. Enfin, Lorne les escorte jusqu'à la sortie et leur indique comment atteindre le point de rendez-vous en 3 heures. En chemin, Adlé pense que cela pourrait être un problème si les autres sont déjà là. Fremy lui dit de se taire parce qu'elle réfléchit, mais il suggère qu'ils rejoignent simplement les autres. Elle refuse, disant que si c'est le cas, les autres essaieront de s'entretuer, contrairement à lui qui était un cas spécial. Adlé insiste sur le fait qu'ils doivent travailler ensemble pour vaincre le dieu démon et promet de la protéger si un combat éclate. Soudain, Fremy s'arrête et dit qu'elle pense qu'il est une personne gentille, mais elle veut qu'il arrête d'être gentil avec elle parce que cela lui donne envie de le tuer. Adlé est irrité, mais à ce moment-là, il remarque qu'ils sont attaqués et saute pour la protéger. À ce moment-là, Nashetania crie à Adlé de s'éloigner de Fremy, tandis que Goldof s'avance pour frapper la fille aux cheveux blancs. Adlé intervient rapidement pour arrêter Goldof et dit à Fremy de ne pas attaquer la princesse. Il ordonne également à Nashetania d'arrêter. Fremy, de son côté, lui rappelle qu'elle l'avait prévenu que ce combat arriverait tôt ou tard, et lui dit de ne pas être surpris. Adlet, furieux, exige de savoir ce que ses compagnons pensent faire. Goldof lui dit de ne pas se mettre en travers et le frappe, mais Adlet réagit en jetant de la terre dans les yeux de Goldof. Fremy saisit l'occasion pour tirer avec son arme, mais Adlet parvient à bloquer son tir. Immédiatement, Adlet ordonne à tout le monde d'arrêter, insistant sur le fait que Fremy n'est pas leur ennemi parce qu'elle est l'une des Six Braves. Nashetania, surprise, écoute tandis qu'il lui montre que Fremy porte aussi la marque des 6 pétales. Adlet demande alors pourquoi ils l'ont attaqué. La princesse explique que c'est parce que Fremy est en réalité la tueuse de héros. Fremy le confirme, admettant à Adlet qu'elle a tué plusieurs héros potentiels. Elle avoue même que Goldof et Nashetania faisaient partie de ses cibles, bien qu'elle ne puisse pas en dire autant de lui. Adlet demande si elle a aussi tué la Sainte du Soleil, mais Fremy répond qu'elle ne sait rien à son sujet, même si elle était sur sa liste de cibles. À ce moment-là, Nashetania appelle Adlet, mais il l'ignore. Il demande à Fremy pourquoi elle a tué des héros potentiels. Elle répond que c'était pour ressusciter le dieu démon en s'assurant que les braves choisis seraient de faibles guerriers. En entendant cela, Goldof déclare qu'il est maintenant clair qu'elle est leur ennemi. Mais alors qu'il s'apprête à attaquer avec Nashetania, Adlet s'interpose entre eux. Il dit que peu importe la force de quelqu'un, quiconque veut ressusciter le dieu démon ne pourrait jamais être choisi comme un brave. De plus, il est certain que même si Fremy a tué des gens, elle ne veut pas vraiment ressusciter le dieu démon. Cela signifie qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle veut combattre l'être même qu'elle prétendait vouloir ramener. Fremy admet que c'est vrai. Adlé crie pour qu'il la croie parce que son désir de vaincre leur ennemi est réel. Il reconnaît qu'elle était une ennemie des braves, mais maintenant elle est de leur côté. Et s'il ne recule pas, il se battra à ses côtés. Goldof se prépare à se battre, mais Nashetania l'arrête, disant qu'elle acceptera ce qu'Adlet dit. S'il insiste, elle n'a pas d'autre choix que de le suivre et elle demande à Goldof de faire de même. Adlet pousse un soupir de soulagement, bien que la princesse le mette en garde d'être prudent car il a tendance à être trop naïf. Il exige alors que Fremy baisse son arme, lui assurant que personne ne la tuera maintenant. Nashetania s'approche de Fremy et dit qu'elle ne lui fait pas confiance, mais qu'elle a décidé de faire confiance au jugement d'Adlet. Fremy répond que si elle fait confiance à Adlet, alors elle est tout aussi naïve que lui. Cela irrite Goldof, bien qu'il choisisse de ne pas répondre. Plus tard, Adlet demande des nouvelles de leurs chevaux pour le voyage, mais Nashetania lui dit qu'ils les ont perdus pendant les batailles. Il demande s'ils ont parlé avec Lorraine, et elle répond que oui, tout récemment. Adlet leur dit que Mora les attend et suggère qu'ils se dirigent rapidement vers elle. Alors qu'ils traversent la forêt, ils remarquent un étrange vol d'oiseaux. Adlet s'approche pour mieux voir et découvre qu'il s'agit en fait de monstres volants qui approchent rapidement. Bientôt, des bombes commencent à pleuvoir du ciel, larguées par les créatures. Adlet crie des directions vers le temple de la barrière fantôme et les exhorte à se dépêcher. Voyant les bombes, Nashetania demande à Fremy si c'est son œuvre puisqu'elle est la sainte de la poudre. Fremy dit qu'elle n'en sait rien. Le groupe est ensuite attaqué par des monstres essayant de les ralentir. La princesse ordonne à Goldof de les éliminer. Bien qu'il en batte plusieurs, il se retrouve encerclé. Il décide de se battre sérieusement et le reste du groupe se joint à lui pour éliminer rapidement les ennemis. Mais avec tant d'ennemis, Nashetania dit à Adlet d'aller au temple pendant qu'il s'occupe des monstres. Adlet se précipite vers le temple. Lorsqu'il arrive, il le trouve intact, ce qui lui semble étrange.
En faisant le tour, il trouve une femme blessée qui le presse de se dépêcher d'entrer car le temps presse. Adlet suit son conseil, mais lorsqu'il essaie d'ouvrir les portes, elles sont verrouillées. Il utilise ses bombes pour les faire sauter, mais en entrant, des gardes du temple apparaissent. Après les avoir vaincus, il réalise que la femme blessée était en réalité un monstre déguisé, fuyant maintenant dans la forêt. Alors qu'il la regarde s'échapper, un étrange brouillard l'entoure soudainement. En entrant dans le temple, il aperçoit l'autel d'où la barrière est activée, mais elle est déjà active. Il se demande qui a pu la déclencher. À ce moment-là, Nashetania arrive avec les autres héros, exigeant de savoir pourquoi il a activé la barrière. Adlet insiste qu'il ne l'a pas fait, mais celui qui l'a fait n'est plus là. Goldoff suggère de le désactiver, mais quand ils essaient, le brouillard ne disparaît pas. Adlet demande une épée et dit qu'il a vu, une fois le dernier saint du sel, Maniakam, désactiver une barrière similaire. Mais quand ils essaient la même méthode, cela ne fonctionne pas. Nashetania s'inquiète qu'il ne puisse y pas sortir. Submergée par la frustration, elle essaie de briser la barrière, mais cela échoue aussi. Perdant son calme, elle jure de la conquérir par la force, jusqu'à ce que Fremi l'arrête, lui disant qu'elle gaspille son énergie. La princesse s'excuse auprès du groupe. Soudain, une jeune fille mystérieuse s'approche, demandant pourquoi il y a tant de bruit. Elle est surprise de voir Goldoff et la princesse, mais lorsqu'elle remarque Adlet, elle demande qui il est. Adlet, tout aussi curieux, demande qui elle est. La fille répond qu'elle est Chamorroso, la sainte des marais. En entendant cela, Adlet se présente comme l'homme le plus fort du monde. Chamo, amusé, demande s'il parle d'elle. Il s'approche d'elle et dit qu'il sait qu'elle est très forte, peut-être la plus forte de l'histoire après la sainte de la fleur, mais elle se trompe, parce que c'est lui le plus fort du monde. Chamo dit qu'il doit être un idiot, ce qui surprend Adlet. Elle déclare ensuite qu'ils doivent maintenant tuer Fremi. Avant qu'elle ne puisse agir, Nashetania l'arrête, et Adlet explique que Fremi est l'un d'eux. Chamo est surprise d'entendre cela, car elle sait que Fremi est le tueur de héros. À ce moment-là, ils sont interrompus par Mora Chester, qui réprimande Chamo pour être si égocentrique lorsqu'elle voit Fremi sur la défensive. Une fois les choses calmées, Mora dit qu'elle a l'impression qu'il y a une personne de trop parmi eux. Elle présente ensuite Handsome T, un autre membre des Six Braves, choquant tout le monde. Sentant la tension, Adlet exige que tout le monde montre ses marques. Lorsqu'ils le font, il confirme que toutes sont authentiques. Mora explique que la sainte de la fleur a divisé son pouvoir en 6 parties pour être donné à chaque héros. C'est pourquoi il n'y a jamais eu moins de 6 braves et certainement jamais 7. C'est impossible. Le groupe envisage diverses possibilités pour expliquer pourquoi la déesse aurait pu changer d'avis, mais Mora insiste que cela ne peut pas arriver. Anne se conclut que la réponse est évidente. L'un d'eux est un imposteur. Cette révélation choque le groupe. Après réflexion, Adlet convient que c'est la conclusion la plus logique. Il y a un ennemi parmi eux. Profondément préoccupé, Adlet dit aux autres qu'il doit y avoir un moyen pour que l'imposteur ait activé la barrière. Soudain, il suggère qu'ils ont peut-être creusé un tunnel dans la chambre, soulevé les pavés et activé la barrière par en dessous. Quand il a forcé la porte, l'imposteur aurait pu s'échapper par le tunnel et le recouvrir ensuite. En entendant cela, Hans fait remarquer que cela signifierait que le coupable devait être extrêmement rapide. Adlet suggère que cela pourrait être une sainte, mais Mora répond qu'il n'y a personne capable de faire cela. Elle explique que le sceau affecte tout le bâtiment et il a été construit de manière à ce que tout dommage soit impossible à cacher. Si quelqu'un avait percé un mur, un toit ou un sol, le sceau aurait été détruit de façon permanente. Malgré cela, Adlet insiste sur le fait que la porte a été ouverte après son entrée, mais Mora dit que c'est impossible. Les mantras sur l'armure garantissent qu'ils attaquent la première personne qui entre illégitimement. Donc si quelqu'un était entré avant lui, l'armure ne l'aurait pas attaqué du tout. Un peu perturbé, Adlet suggère que c'était peut-être un saint qui pouvait entrer d'une autre manière, mais Mora répond que de tels saints ne pourraient pas restaurer le sceau. Il spécule alors que cela pourrait être un saint élevé par des monstres, comme Fremi. Fremi intervient, disant qu'il n'y a pas d'autre comme elle. Un monstre normal ne peut pas porter un enfant humain. La création de quelqu'un comme sa mère a pris beaucoup de temps, c'est pourquoi elle est unique. Les héros se préparent à en finir avec Adlet, mais Mora les arrête, disant qu'il est trop tôt pour le juger. Nashetania dit qu'elle ne croit pas qu'il soit l'ennemi, mais Hans lui rappelle que personne d'autre n'est arrivé au temple avant Adlet. S'il en est ainsi, dit-il, alors il ne comprend pas comment la barrière a été activée, c'est pourquoi il conseille à Adlet de prouver son innocence. Fremi interrompt, notant que tout le monde change de position très rapidement. Inquiète, la princesse demande à Fremi si elle ne veut pas l'aider, mais Fremi dit qu'elle n'a aucun intérêt à sauver Adlet, même s'il l'a protégée plus tôt. Adlet propose une autre théorie. Le coupable a ouvert la porte, est entré, a retiré la porte entièrement, puis en a créé une autre pour refermer le temple.
De cette façon, il pourrait se cacher à l'intérieur, activer la barrière et s'échapper quand il forcerait l'entrée. Goldof demande s'il insinue que le Saint des Sceaux travaille avec le dieu démon. Hadley dit que c'est une possibilité, mais Hans rit, lui rappelant que le temple a été construit par le précédent Saint des Sceaux. Hadley insiste sur le fait qu'elle doit être la traîtresse, mais Hans souligne qu'elle est morte il y a 4 ans, ce qui rend cela impossible. Rapidement, Hadley accuse Hans d'être le 7e héros, car tout ce qu'il a fait, c'est mentir. Mora le corrige, disant que Hans n'a pas menti du tout. Se sentant acculé, Hadley dit qu'il a été piégé. Mora suggère qu'ils écoutent d'abord l'opinion de chacun, bien qu'Hadley n'aime clairement pas l'idée. Hans parle en premier, il croit qu'Hadley est coupable et propose de le tuer. La princesse s'y oppose et demande à Goldof pourquoi il n'essaie même pas de le défendre. Pendant ce temps, Shamo dit à Mora qu'elle est plus intéressée par le fait de tuer Frémy, car elle n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Pourtant, elle admet qu'elle ne serait pas contre torturer Hadley. Mora dit que bien qu'elle soit d'accord avec Hans, ce n'est pas suffisant pour justifier de le tuer. Frémy s'abstient de donner un verdict, leur disant de faire ce qu'ils veulent de lui. Mora se tourne ensuite vers Goldof pour connaître son avis, mais avant qu'il ne puisse répondre, la princesse essaie de le convaincre qu'Hadley n'est pas l'ennemi. Soudain, Goldof se jette sur Hadley sans hésitation. Hans attaque aussi, forçant Hadley à utiliser une de ses bombes. Hadley prend Frémy en otage et lui injecte un poison pour dormir, avertissant que la prochaine dose sera mortelle. Mora lui dit qu'il vient de creuser sa propre tombe et Hans jure qu'il ne le laissera pas s'échapper. Shamo propose de l'abattre, mais Mora l'arrête car ses pouvoirs tueraient aussi Frémy. Hadley insiste qu'ils ne l'ont jamais laissé parler et il demande à Hans s'il le laissera passer. Voyant sa détermination, Hans s'écarte et Hadley en profite pour s'enfuir. Avant qu'il ne puisse aller loin, Hans lui entaille le dos, mais Hadley continue de courir. Les autres le poursuivent jusqu'à ce qu'il s'arrête, voyant qu'il a dispersé des pointes sur le sol. Ailleurs, Hadley déplore que maintenant personne ne le croira alors qu'il essaie de s'échapper avec Frémy dans ses bras. À cause de sa blessure, il finit par s'effondrer et essaie de retirer la dague plantée dans son dos. Il sait que le poison qu'il a donné à Frémy s'estompera bientôt. Soudain, il commence à perdre connaissance. Il lutte contre cela, sachant que s'il s'évanouit, ce sera la fin pour lui. Mais il ne peut pas retirer le poignard et finalement, il perd connaissance, frustré de ne pas avoir pu prouver qu'il est vraiment l'homme le plus fort du monde. Dans la scène suivante, nous voyons Hadley avec Hans lui racontant ce qui s'est passé avant son arrivée au temple. Plus tard, alors qu'il marque la zone, Hadley admet qu'il n'a jamais entendu parler de Hans auparavant et demande à en savoir plus sur sa vie. Hans répond qu'il vaut mieux qu'Hadley n'ait pas cette information, ce qui le surprend. Peu après, Hadley réalise qu'il tourne en rond. Il décide d'essayer une autre méthode pour comprendre ce qui se passe. Finalement, il conclut que la barrière fonctionne effectivement, alors ils retournent au temple pour en informer les autres. À leur arrivée, Nashetania les accueille. Hadley dit qu'ils doivent désactiver la barrière, mais quand il voit Frémy enchaînée, il est immédiatement inquiet pour elle. La sainte de la poudre lui dit qu'elle n'a pas besoin de sa pitié. Ignorant cela, Hadley demande à Mora comment s'est déroulée sa tâche. Mora explique que le livre de la parole divine ne dit pas comment désactiver la barrière. Elle dit qu'il n'y a que 2 façons. Premièrement, la personne qui l'a activée doit la désactiver. Deuxièmement, si cette personne meurt, la barrière disparaîtra automatiquement. Elle leur informe également qu'aucun humain ni monstre ne peut quitter la zone à l'intérieur de la barrière. Le groupe discute de la manière dont la barrière a pu être activée. Après avoir entendu les explications de Mora, Hadley conclut que quelqu'un parmi eux doit travailler avec le dieu démon. Shamo déclare immédiatement que la coupable est Frémy et dit qu'il devrait la tuer pour que la barrière disparaisse. Hadley l'arrête, lui rappelant que Frémy est l'une des 6 braves, ce qui agace la petite fille. Mora suggère que tout le monde se présente, car il y a encore des visages et des noms qu'elle ne peut pas associer, et qu'ils disent aussi ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Hadley commence, racontant toute sa vie. Les autres en ont assez de l'entendre répéter qu'il est l'homme le plus fort du monde. Alors, ils lui demandent ce que cela signifie. Il répond qu'être l'homme le plus fort du monde signifie être lui, ce qui fait rire Hans qui le traite d'idiot. Mora interrompt pour que quelqu'un d'autre puisse parler. La princesse se porte volontaire, et après qu'elle ait terminé, Mora appelle Goldof. Hadley pense qu'il est impossible pour quelqu'un d'aussi loyal de trahir la princesse. Goldof confirme les récits d'Hadley et de Nashetania tout en traînant Frémy. Mora dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que les héros se battraient entre eux. Elle se présente comme la chef du temple qui supervise les saints et dit qu'elle connaît les visages et les capacités de 78 d'entre eux. Hadley demande si elle connaissait Frémy, mais Mora dit non et que peut-être Frémy est une nouvelle sainte, ce qui n'est pas arrivé depuis 100 ans. Elle explique qu'elle a remplacé le précédent chef, Rayura, il y a 10 ans et n'a pas eu de problème depuis.
Mora dit qu'elle se cachait au point de rendez-vous quand Hans est arrivé. Adlet demande comment quelqu'un de son rang ne savait pas pour la barrière. Elle dit qu'elle en avait entendu parler, mais ne connaissait pas les détails et regrette de ne pas avoir enquêté davantage. Elle demande ensuite à Shamo de se présenter. La fille se vante de sa renommée pour sa force. Adley pense que si elle est le 7e héros, ils ont des ennuis. Il l'interrompt quand elle dit qu'elle connaissait déjà Frémy, et Shamo admet qu'elle a essayé de la vaincre mais a échoué. Mora intervient pour laisser Hans parler. Adley le considère comme le plus suspect, surtout quand Hans admet qu'il est un assassin. Nash et Tanya se demandent comment quelqu'un comme ça a pu être choisi comme héros, mais Hans dit que la seule exigence est la capacité de vaincre le dieu démon. Démon-dieu. Il ajoute que le monde n'est pas juste et qu'il a même travaillé pour des hauts fonctionnaires de son propre gouvernement. Lorsqu'il a été choisi, il était près de la terre des démons. Après avoir été sélectionné, il a négocié avec son roi pour un paiement afin de vaincre le démon-dieu, a caché l'argent et s'est dirigé vers la terre des démons où il a rencontré Mora. Goldoth demande si le roi lui a parlé de la barrière. Hans dit oui, mais il ne pensait pas que c'était important. Adlet trouve étrange qu'il ait rencontré Mora sans connaître la barrière fantôme. Mora demande alors à Frémy de se présenter. Frémy refuse. Mora avertit que rester silencieuse ne fera que nuire à sa cause. Frémy dit que rien ne pourrait être pire que sa situation actuelle, puis demande à Mora d'enlever son cache-œil et de soulever sa coiffe. Tout le monde est choqué de voir qu'elle a une corne. Elle révèle qu'elle est la fille d'un monstre et d'un humain. Elle explique qu'il y a 20 ans, des monstres sont entrés dans le monde des humains pour créer un pion pour combattre les braves, et ce pion, c'est elle. Son père était humain, mais elle ne l'a jamais rencontré. Elle sait qu'il est mort après avoir enceinté sa mère, un monstre qu'il a élevé parmi les siens. Sa mère et ses alliés ont amené de nombreux humains dans le pays des démons pour construire le temple de la déesse de la poudre, ce qui lui a permis d'acquérir ses pouvoirs. En suivant les ordres, elle a quitté le pays des démons pour aider à la résurrection du dieu démon. Elle admet qu'elle s'est toujours considérée comme un monstre loyal. Mora demande pourquoi elle veut maintenant vaincre le dieu démon, mais Frémy refuse de répondre. Adlet intervient, rappelant qu'elle a dit qu'un humain seul peut activer la barrière, ce qui signifie qu'il est impossible que Frémy l'ait fait. Hans n'est pas d'accord, expliquant que ce qui repousse les monstres est le pilier du sein du sel, mais Frémy a pu entrer, prouvant qu'elle peut faire des choses impossibles pour les deux camps. Frémy insiste sur le fait qu'elle n'a pas activé la barrière et suggère que peut-être Mora ne dit pas toute la vérité, ce qui fait d'elle une autre suspecte. Adley pense qu'il doit faire attention à ne pas susciter de soupçons et que sa priorité est de blanchir le nom de Frémy. Shamo, entendant que Frémy a fini de parler, insiste à nouveau pour la tuer. Adley essaie de l'arrêter, mais Shamo s'approche et dit qu'elle va la torturer, même si c'est sa première fois. Hans intervient, disant qu'il ne croit pas que Frémy soit l'imposteur. Si elle l'était, elle aurait déjà tué Adlet pour éviter cette situation. Il ajoute que l'imposteur aurait fait tout son possible pour empêcher les 7 héros de se rassembler. Frémy confirme qu'elle a eu de nombreuses occasions de tuer Adlet puisqu'il marchait devant elle, le dos tourné pendant de longs moments. Les autres demandent à Adlet comment il pouvait marcher ainsi sans s'inquiéter. Avec certains doutes dissipés, Mora demande ce qu'il devrait s'en faire ensuite. Soudain, Nash et Tanya se sent mal et il lui demande de s'asseoir et de se reposer. Mora demande à Adlet d'expliquer ce qui s'est passé lorsque la barrière a été activée. Il raconte l'incident avec la femme qui s'est avérée être un monstre. Shamo interrompt pour dire que c'est elle qui l'a tué. Adley continue, expliquant qu'il a utilisé des explosifs pour ouvrir la porte. Mora dit qu'elle avait la clé et regrette que Laurie n'ait pas prévu quelque chose comme ça. Adley dit qu'après être entré, il a combattu les gardes et pense que c'est à ce moment-là que quelqu'un a activé la barrière. Mais quand il est entré, il n'y avait aucun signe du coupable. Hans, confus, demande si Adlet ne se trompe pas dans ses souvenirs et avertit que c'est sa dernière chance de dire la vérité. Il demande si l'épée était déjà sur le piédestal quand Adlet est entré. Adlet dit oui. Hans explique qu'en tant qu'assassin, il sait que le Saint des Sceaux a fabriqué des portes spéciales, certaines qui ne s'ouvrent jamais, d'autres qui se ferment pour toujours, et certaines qui laissent tomber des barres lorsqu'elles sont ouvertes. C'est pourquoi il trouve étrange que la porte du temple soit si solide, et qu'une fois ouverte, elle ne se referme pas. Cela rend l'histoire d'Adlet suspecte puisque selon lui, la porte était fermée et la barrière a été activée peu après qu'il l'ait forcée à s'ouvrir. Hans conclut qu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un soit entré avant lui, faisant d'Adlet le principal suspect. Cette nuit-là, Mora dit aux autres d'arrêter de chercher parce que c'est trop dangereux de continuer. Hans répond que la nuit est sa spécialité, qu'ils ne l'attraperont pas et qu'il veut empêcher Frémy d'être tué. Mora le fixe et demande à voir sa marque. Quand il la montre, elle confirme que Frémy est toujours en vie, ce qui signifie qu'Adlet connaît sa valeur en tant qu'otage. Hans ne comprend pas comment elle le sait, alors Mora explique que lorsqu'un héros meurt,
la fleur sur leur marque perd un pétale. Elle lui dit ensuite de retourner au temple et il accepte sans protester. Pendant ce temps, les autres attendent avec anxiété. Shamo dit qu'elle a perdu Adley de vue parce qu'il est trop rapide. Mora se plaint, rappelant que la même chose leur est arrivée et dit à tout le monde d'être prudent en le cherchant le matin. Ailleurs, inconscient, Adlet se remémore son entraînement d'enfance avec son ami Reiner. Après avoir été facilement vaincu, Reiner lui a dit de devenir plus fort pour aider leur escouade. Plus tard, Adlet se plaint que Reiner veut toujours qu'il s'entraîne davantage pour l'équipe. Sa sœur dit que Reiner est un bon garçon et qu'Adlet pourrait avoir besoin d'un peu d'entraînement à l'épée. Adlet répond qu'il préfère aller à la chasse aux champignons dans la forêt parce qu'il aime cuisiner avec elle. La scène change pour le montrer en mauvais état, s'approchant de l'homme qui deviendrait son maître pour demander un entraînement. Atro refuse, disant que si Adlet veut être fort, il devrait rejoindre les chevaliers ou les mercenaires. Adlet insiste qu'ils ne feront pas de lui le plus fort du monde, et il a besoin d'être aussi fort pour vaincre les monstres. Voyant sa détermination, Atro demande pourquoi il veut être fort. Adlet dit qu'il veut reprendre ce qui lui a été volé, mais Atro lui dit que ce qui est perdu ne peut pas être récupéré. Il lui conseille d'oublier et de vivre sa vie. Cela met Adlet en colère. Il ne comprend pas pourquoi il a survécu si ce n'est pour devenir le plus fort. En le voyant pleurer, Atro le frappe, le forçant à sourire, disant que s'il veut être fort, il doit sourire même dans les moments difficiles. À peine capable de respirer, Adlet essaie de sourire, mais ce n'est pas suffisant et Atro continue de le frapper. Soudain, Adlet se réveille et découvre que Frémy a soigné ses blessures, ce qui le surprend. Elle lui conseille de se reposer et de retrouver sa mobilité. Il demande pourquoi elle l'a sauvé. Frémy dit qu'elle est sûre à 99% qu'il est le 7ème, bien qu'elle ne soit pas complètement certaine. Adlet plaisante en disant qu'il pensait qu'elle avait pitié de lui, puis insiste sur le fait qu'il est un vrai héros venu affronter le dieu démon. Elle dit qu'elle ne lui fait toujours pas confiance. Plus tard, Adlet remarque que Frémy a froid et essaie d'allumer un feu, mais échoue. Elle en allume un facilement en utilisant son pouvoir. Il demande pourquoi elle a besoin d'une arme si elle est si puissante. Frémy dit qu'il ne comprendrait pas, puis explique que le froid est dû au temple. Adlet est surpris, pensant à la façon dont fonctionne la barrière de sel. Elle dit qu'elle ne pouvait entrer dans le temple qu'à cause de sa moitié humaine, mais qu'elle a beaucoup souffert à cause de son côté monstre. Voyant de la pitié dans ses yeux, elle lui dit de la garder car elle n'en veut pas. Elle dit qu'elle a franchi des barrières bien plus fortes pour tuer des guerriers. Adlet respecte son souhait et change de sujet, demandant si elle est sûre que les monstres n'ont pas activé la barrière. Elle dit oui, et que le monstre qui l'a trompée devait être à l'extérieur des piliers entourant le temple. Il admet qu'il n'a aucune idée de comment quelqu'un a pu entrer en premier, et Frémy dit que c'est parce que c'est lui qui l'a fait. Adlet demande si elle est sûre que Hans a dit la vérité, et elle dit que bien qu'elle ne sache pas grand chose, elle pense qu'il a raison. Elle ajoute que Mora était avec lui, donc elle pense que personne n'est entré avant lui. Résignée, Adlet suggère que peut-être Hans ou Mora sont les coupables, mais Frémy dit que cela n'a pas d'importance tant qu'il n'a pas prouvé son innocence. Adlet propose de revoir tout ce qu'ils ont traversé, en commençant par écarter certaines personnes comme traîtres. Il élimine Nashetania, Goldof et Frémy, puisqu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Cependant, Mora et Hans se dirigeaient vers le temple, donc Frémy suggère que Chama était peut-être impliquée. Adlet dit qu'il ne sait pas parce qu'elle n'a jamais dit d'où elle venait et pense que son pouvoir aurait pu l'aider à entrer. Frémy n'est pas d'accord, disant que son pouvoir est trop destructeur et que si elle ouvrait un trou dans le sol, elle ne pourrait pas le refermer. Adlet conclut qu'ils font en réalité face à au moins 2 ennemis, l'un qui les a rejoints au temple et un autre qui est entré en premier pour activer la barrière. Ils pensent que les monstres ont bombardé le temple pour les attirer et ont ensuite attaqué pour séparer un membre du groupe. Frémy dit que si c'est vrai, elle ne comprend pas pourquoi ils auraient besoin d'un 7ème héros, car si tout ce qu'ils voulaient était de les piéger, il n'était pas nécessaire d'ajouter un autre membre. Adlet la traite d'idiote, disant que sans la 7ème personne, ils ne pourraient pas l'accuser. C'est pourquoi il est convaincu qu'ils ont toujours voulu accuser et tuer l'homme le plus fort du monde. Il dit à Frémy d'oublier le 7ème et de se concentrer sur la recherche du 8ème, celui qui a activé la barrière. Elle demande s'il peut les trouver seuls et après réflexion, Adlet admet qu'il aura besoin de son aide. Frémy refuse puisqu'elle le soupçonne toujours, ce qui le fait commencer à sourire. Elle s'interroge et il se rappelle comment Atro lui a appris à rire face au désespoir. Excité, il promet qu'à l'aube, il prouvera son innocence. Avec un large sourire, il dit que même s'il ne sait pas encore comment, il continuera à sourire parce que tout est fini une fois qu'on arrête. Frémy lui demande alors pourquoi il veut être l'un des 6 braves. Quand Adlet entend ces mots, il réalise que Frémy s'intéresse à lui et que c'est peut-être la première fois qu'elle montre de l'intérêt pour quelqu'un. Curieux, il demande pourquoi, elle répond que c'est parce qu'il est simplement moyen, un homme normal avec une collection inhabituelle d'armes.
Adlé demande si cela signifie qu'elle pense qu'il est faible, mais Frémy précise que ce n'est pas ça. Elle trouve juste étrange que quelqu'un d'aussi normal ait pu devenir si fort. Un peu embarrassé, Adlé dit qu'il doit tout à son maître, un homme un peu excentrique et obsédé par les monstres. Cet homme a choisi de vivre dans les montagnes, créant de nouvelles armes et des moyens ingénieux de les utiliser contre les ennemis. Il a entraîné Adlé durement jour après jour, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement et l'a forcé à étudier comme s'il était enchaîné à un bureau. Il lui a même appris à fabriquer toutes sortes d'armes. En entendant cela, Frémy dit que sa description lui rappelle Atro Speaker, qui était aussi sur sa liste, bien qu'en raison de son âge, il n'était pas une priorité. Elle ajoute que des rumeurs disaient qu'aucun de ses élèves ne pouvait supporter sa rigueur et que tous avaient fui. Adlé dit que c'est faux. Il n'a jamais fui parce qu'il était déterminé à devenir un héros. Il lui raconte ensuite que lorsqu'il était enfant, un monstre est apparu dans son village alors qu'il jouait avec son ami Rainer. Alors qu'ils se disputaient pour savoir s'il devait l'affronter, le monstre s'est approché et leur a dit qu'il était venu parler aux adultes. Cette nuit-là, Adlette ne pouvait pas dormir, attendant le lendemain. Le matin, l'ancien du village annonça qu'il serait emmené au pays des démons pour vivre sous la protection du dieu démon, puisque les 6 braves n'avaient aucune chance de gagner. Cela signifiait que le monde humain était fini. Adlette se souvient que les villageois étaient en colère contre la décision, croyant qu'ils pouvaient encore vaincre le dieu démon, mais cela ne fit que faciliter leur obéissance aux ordres du monstre, qui incluait d'arracher le cœur de ceux qui s'opposaient à eux comme preuve de loyauté. Frémy reconnaît l'histoire et demande une description du monstre. Après l'avoir entendu, elle lui dit que c'était l'un des 3 qui commande tous les autres et celui qui a eu l'idée de créer un hybride, forçant sa mère à la mettre au monde. Choqué, Adlette continue. Ce jour-là, son ami est mort en le protégeant et sa sœur a donné sa vie pour qu'il soit le seul à s'échapper. Frémy, bouleversé, dit que c'était exactement le plan du monstre. Adlé explique que personne n'a blâmé les villageois. Son ami lui a demandé de ne pas les haïr et sa sœur a promis qu'ils vivraient ensemble en paix un jour. Atro lui a dit que ses sacrifices étaient ce qui le rendait fort, et en croyant en ces mots, il a travaillé pour devenir plus fort. Frémy admet qu'elle l'envie parce qu'elle n'a rien en quoi croire. Le monstre qu'il a mis au monde et élevé lui a donné le pouvoir de la sainte de la poudre et un peu de bonheur seulement pour l'abandonner. Elle dit qu'elle a toujours aimé tout le monde, croyant que son amour serait réciproque, mais en grandissant, elle a acquis ses pouvoirs et tué beaucoup de gens sans hésitation, suivant les ordres de sa mère. Étant une métisse, elle croyait devoir travailler plus dur que quiconque pour le dieu démon, jusqu'à ce qu'elle affronte Chameau. Elle n'a pas pu porter un seul coup, et tomber dans les provocations de Chameau, et dans un moment d'inattention, a révélé son nom. À peine vivante, elle s'est échappée. Pourtant, quand elle est revenue, sa mère a essayé de la tuer parce qu'elle était devenue inutile aux monstres qu'elle pensait autrefois être ses amis. Frémy dit qu'elle regrette d'avoir fui parce qu'elle ne peut pas leur pardonner d'avoir essayé de la tuer. Elle admet que si elle n'avait été qu'une marionnette, elle n'aurait pas tant souffert de la trahison et qu'elle aurait préféré être élevée comme une esclave dès le début. Elle devient furieuse à l'idée que sa mère n'a fait que prétendre l'aimer et jure de détruire tout ce pourquoi elle a travaillé, en commençant par le dieu démon, pour qu'elle le regrette et voit le résultat de sa trahison. Adlé essaie de l'encourager, mais elle demande pourquoi il fait confiance à ses paroles. Elle pense que s'il est vraiment celui qu'il prétend être, et non le 7e, il devrait douter d'elle, sinon il deviendra lui-même suspect. Il répond qu'il comprend maintenant pourquoi il ne peut pas l'abandonner et pourquoi il a choisi de lui raconter son passé, parce qu'ils partagent la douleur de la trahison et de la perte de leur foyer. Et plus que cela, tout comme lui, elle vit pour la vengeance. Adlé dit qu'il lui fait confiance parce qu'il ne veut pas la voir comme une ennemie. Frémy répond qu'ils sont très différents. Il a quelque chose en quoi croire. Elle dit alors qu'elle retourne au temple puisqu'il est toujours le plus suspect. Avant de partir, elle lui donne une de ses bombes, une qui ne fait ni lumière ni bruit, mais dont seule elle peut détecter la détonation. Adlette la prend, la regardant s'éloigner, et promet de la protéger ainsi que le reste des braves. Dans la scène suivante, Frémy arrive au temple et ment sur ce qui s'est passé avec Adlette, disant qu'il s'est échappé. Mora lui dit de se reposer et de partager les détails le matin. Pendant ce temps, Adlette pense qu'il n'est pas devenu fort par vengeance ou par haine, mais pour s'assurer de ne plus jamais perdre quelqu'un. Frémy, quant à elle, pense que s'il veut vraiment protéger tout le monde, il finira par mourir. Le lendemain, Frémy raconte aux autres braves ce qui s'est passé et partage également sa propre histoire. Chameau la soupçonne toujours, mais Mora interrompt pour dire que Frémy est en effet une véritable héroïne. Hans, cependant, se demande s'il est vraiment sage de la traiter comme une alliée. Il dit qu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'elle a vraiment combattu Adlette, qui a été blessée par la dague que Hans lui-même a lancée.
Fremy répond qu'il n'a touché aucun organe vital et le critique pour ne pas être aussi habile qu'il le prétend. Hans lui rappelle qu'Adlet l'a toujours défendu, empêchant même les autres de la torturer. Il plaisante en disant qu'elle est peut-être tombée amoureuse de lui, ce qui irrite Fremy, qui le traite d'agaçant. Mora demande le silence, mais admet qu'elle est curieuse de l'histoire de Fremy et lui demande comment elle s'est sentie lorsqu'elle a découvert qu'Adlet était le 7e. Fremy dit qu'elle s'y attendait parce qu'il avait toujours essayé de gagner sa confiance, et une fois qu'elle a appris la vérité, tout a pris sens. Plus tard, Goldov souligne que capturer Adlet est la priorité et demande comment ils vont s'y prendre. Hans dit qu'Adlet a laissé la plupart de ses armes derrière lui, ce qui signifie qu'il ne peut pas se battre, donc il essaiera probablement de les récupérer. La meilleure option, dit-il, est de l'attendre. Fremy suggère de faire un plan s'ils vont attendre, mais Goldov préfère aller le chercher. Mora décide qu'ils se sépareront en paires et commence à assigner les groupes. Elle ordonne à Hans et Chameau de rester au temple pour attendre Adlet, pendant que les autres partent à sa recherche. Chameau proteste parce qu'elle n'aime pas attendre. Mora change l'arrangement et demande à Fremy de rester avec Hans à la place, mais Chameau proteste à nouveau, disant qu'elle veut juste sortir et jouer. Grâce à Hans, le chef laisse Chameau partir, bien qu'elle la mette en garde de ne pas se perdre dans la forêt. Les groupes de recherche se séparent et partent dans différentes directions. Dans une autre scène, la princesse demande à Goldov s'il lui fait confiance. Lorsqu'il répond oui, elle lui demande s'il accepterait ses idées sans se plaindre. Goldov demande ce qu'elle veut dire, et elle lui dit qu'elle est sûre qu'Adlet n'est pas le 7e, donc elle fera tout ce qu'elle peut pour le prouver. Elle croit qu'il est tombé dans un piège et espère qu'elle sera celle qui l'aidera. Goldov dit qu'il ne le permettra pas, mais Nashetania insiste pour chercher des preuves qui les rapprocheront de la vérité. Finalement, elle admet qu'elle soupçonne Hans, laissant Goldov sans voix. Pendant ce temps, Adlet observe Fremy et Mora de loin et réalise que le groupe s'est divisé en paires. Cela signifie que quelqu'un est maintenant seul avec le 7e. Inquiet que cette personne puisse être tuée et qu'il soit blâmé, il se précipite vers le temple en espérant trouver le coupable et récupérer ses armes. Lorsqu'il arrive, il tombe sur Hans qui l'attendait déjà. Adlet lui demande à nouveau s'il est le coupable, mais Hans ignore la question, alors Adlet fait semblant qu'ils sont sur le point de se battre pour gagner du temps et réfléchir à un moyen de s'échapper. Le combat commence. Adlet essaie de s'échapper avec une bombe fumigène, mais Hans la contre facilement, disant qu'il ne tombera pas 2 fois dans le même piège. Les deux s'engagent dans un duel intense, montrant leurs compétences impressionnantes, mais à la fin, Hans en sort vainqueur. Hans dit à Adlet que c'était un bon plan de prétendre être l'un des 6 braves, mais grâce à lui, cela n'a pas fonctionné. Adlet essaie de le convaincre qu'il n'est pas l'imposteur, mais Hans dit que cela ne marchera pas sur lui. Hans exige qu'il avoue pour qui il travaille, mais Adlet insiste qu'il ne peut pas parce qu'il n'est pas l'imposteur. Hans insiste qu'il l'est et commence à énumérer les motifs possibles d'un tel plan. Adlet les nie tous, disant qu'il n'a ni famille ni amante, et répétant qu'il n'est pas l'imposteur. Soudain, alors que Hans est sur le point de le tuer, Adlet déclenche une grenade fumigène pour s'échapper, mais il est également aveuglé par l'explosion, donnant à Hans le temps de se remettre. Adlet est choqué que Hans puisse attaquer avec une telle précision même sans pouvoir voir, le forçant à travailler 2 fois plus pour éviter d'être touché. Finalement, acculé, Adlet met de côté toutes ses armes et défie Hans d'attaquer. À la surprise de Hans, il dit qu'il n'a pas besoin d'armes secrètes pour se battre car sa propre force suffit. Hans hésite, sentant qu'Adlet prépare quelque chose. Pendant ce temps, Adlet pense que vaincre Hans ne serait pas une vraie victoire. Ce dont il a besoin, c'est de prouver son innocence et de découvrir le 7e. Il remarque que Hans est mal à l'aise, essayant de deviner quel tour il cache, et utilise ce moment pour déclencher son mécanisme d'épée et le désarmer. Il manque intentionnellement, espérant que Hans comprendra qu'il ne veut pas le tuer parce qu'il n'est pas l'imposteur. Quand Hans ne comprend pas, Adlet explique que s'il était le 7e, il n'y aurait aucune raison de se retenir, et que ce serait le moment parfait pour l'achever. Même complètement désarmé, Hans ne le croit toujours pas, mais Adlet lui assure qu'il ne pourrait jamais tuer un camarade. Il sait qu'il prend un gros risque en faisant confiance à Hans pour ne pas être le 7e, car s'il se trompe, c'est fini pour lui. Finalement, Hans cède et dit qu'il considère maintenant Adlet comme un vrai héros. Il admet que c'était intelligent de rester, sinon Adlet aurait pu convaincre les autres. Puis, avec un regard sérieux, il dit à Adlet qu'il est le 7e. Adlet se précipite vers ses armes, mais Hans est plus rapide et lui tranche le cou, seulement pour qu'Adlet réalise qu'il est toujours en vie. Hans révèle que ce n'était qu'une illusion et qu'il voulait voir le vrai visage d'Adlet au moment de la mort. Il explique que les humains mentent avec des mots et même avec leurs actions, mais leurs expressions face à la mort ne mentent jamais. C'est pourquoi il a poussé Adlet à bout pour voir sa réaction honnête. S'il avait été l'imposteur, il n'aurait pas eu cet air de confusion quand Hans a prétendu être le 7e. Adlet est stupéfait, réalisant que Hans a vu assez de gens mourir pour savoir. Dans la scène suivante, Adlet ramasse ses armes et Hans s'avance pour lui serrer la main.
Ils sont alliés maintenant. Ailleurs, Frémy rencontre Mora qui essaie d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve Adlet. Ayant perdu sa trace, Mora ne comprend pas ce qu'il cherche et pense que son plan était trop méticuleux pour s'arrêter ici. Frémy suggère de continuer à chercher, mais Mora l'arrête parce qu'elle veut parler. Quand elle essaie de l'interroger, Frémy s'agace et demande pourquoi il ne soupçonne pas Chameau ou Hans à la place. Mora dit qu'elle ne soupçonne pas Frémy parce qu'elle la considère comme une véritable héroïne. Frémy accepte de répondre à ses questions, mais avertit qu'elle ne sait pas grand-chose. Après avoir expliqué comment les monstres sont organisés, Mora demande ce qu'elle sait sur les humains alliés avec eux. Frémy dit qu'elle n'a entendu que des rumeurs sur un village dont les habitants ont été enlevés, mais qu'il n'y avait pas de preuves et que le temple de Banthen ne pouvait pas agir. Voyant Mora se blâmer, Frémy lui dit que ce n'est pas sa faute. Mora la remercie pour sa gentillesse et admet que la seule bonne chose qu'Adlao a faite a été de l'amener dans le groupe. Frémy lui dit de ne pas la traiter comme une enfant et suggère qu'elle reprenne la recherche. Avant de partir, Mora dit qu'elle sait ce que Frémy ressent pour Adlet puisqu'il est le seul à la défendre, mais lui conseille de ne pas faire preuve de pitié s'il le trouve. Frémy répond calmement qu'elle le méprise en réalité. Pendant ce temps, Goldof et la princesse atteignent la fin de la route vers le pays des démons, le point de rencontre des braves. Ils trouvent les restes d'un feu de camp et Nashetania dit que cela confirme l'histoire de Moras et Hans. Lorsqu'elle se lamente de ne pas trouver d'indices, Goldof lui rappelle qu'Adlet est l'ennemi. Elle dit que s'il ne lui fait pas confiance, il devrait continuer seul, mais s'excuse ensuite d'avoir réagi de manière excessive. Goldof demande pourquoi elle fait plus confiance à Adlet qu'à quelqu'un qui l'a toujours servi. Elle lui dit de se taire, lui rappelant qu'ils sont dans une bataille pour sauver le monde et que la vie d'un camarade est en jeu. Elle ajoute qu'elle sait depuis longtemps ce qu'il ressent pour elle, mais que ce n'est pas le moment d'en parler. Elle dit qu'elle n'a pas le temps pour sa jalousie et il s'excuse d'avoir perdu son calme. Ailleurs, Adlet vérifie ses armes pour trouver quelque chose qui pourrait l'aider à trouver des indices. Hans cherche les zones supérieures du temple pour une entrée, mais ne trouve rien, remarquant qu'il semble toujours que quelqu'un est entré avant Adlet, même si le sceau devrait être incassable. Adlet insiste que cela a été fait par une sainte, et Hans lui rappelle que Mora a dit que c'était impossible. Adlet suggère peut-être qu'elle ne connaît pas cette capacité, ou que les saintes n'ont pas révélé tout leur pouvoir. Il demande ensuite à Hans qui serait le prochain suspect s'il était tué. Hans dit Frémy, confirmant les soupçons d'Adlet, bien qu'il le regrette. Plus tard, Adlet pulvérise l'hôtel à la recherche d'indices, mais ils entendent quelqu'un approcher et se cachent. Il s'avère que c'est une fausse alerte, mais Hans avertit que quelqu'un pourrait revenir bientôt. Il demande à Adlet comment la barrière est activée, et Adlet réalise que seules quelques personnes le savent. Il dit qu'il doit demander quelque chose à Chameau et demande où la trouver. Puis il change d'avis et décide que Hans devrait y aller à la place. Juste à ce moment-là, Adlet remarque quelque chose d'étrange près de l'entrée du temple et va enquêter. Dehors, il tombe sur Chameau qui demande à Hans pourquoi il marche avec l'imposteur. Hans dit qu'Adlet n'est pas l'ennemi, mais Chameau dit qu'elle ne le croit pas, bien qu'elle se fiche de savoir comment il l'a découvert. Adlet essaie de profiter du moment pour lui demander quelque chose qui pourrait aider à identifier le 7ème. Chameau, ennuyé par les jeux, dit qu'elle va juste le tuer, puis Frémy, puis Hans. Et s'ils ne sont pas l'imposteur, elle tuera la princesse et Goldof parce qu'elle est sûre que ce n'est pas Mora. Elle déchaîne alors son pouvoir, choquant les deux hommes. Adlet est stupéfait de voir qu'elle garde des monstres en elle. Elle explique qu'elle les a trouvés dans son marais où elle stocke tout ce qu'elle mange. Voyant qu'elle est sérieuse, Hans suggère qu'il fuit. Il court pendant un moment, mais quand il est clair qu'ils ne peuvent pas s'échapper, il décide de combattre ces monstres pour découvrir qu'ils se régénèrent instantanément. Adlet comprend pourquoi Frémy s'est enfuie d'elle auparavant et réprimande Chameau pour avoir attaqué Hans aussi. Elle dit qu'elle s'en fiche puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il n'est pas l'imposteur et dit à Hans de tuer Adlet pour qu'elle n'ait pas à le faire. Hans se rassure Adlet qu'il ne le fera pas. Adlet lui dit que s'ils sont acculés, il devrait s'échapper seul, mais Hans refuse et se prépare à se battre alors que les monstres les entourent. Montrant son agilité incroyable, Hans commence à abattre les monstres de Chameau. Voyant sa détermination, Adlet décide de faire de même, mais aucun d'eux ne peut faire de réels progrès. Adlet suggère qu'ils aillent directement vers Chameau en même temps, mais ils ne peuvent pas s'approcher car ces monstres la protègent parfaitement. Chameau observe leur lutte et se moque d'eux, disant que tout le monde essaie la même tactique et que cela ne fonctionne jamais. Adlet change de tactique et demande à Hans de le couvrir. Hans réplique en lui disant d'arrêter de traîner parce qu'il est occupé avec ses propres problèmes. Adlet insiste qu'il a juste besoin d'un moment pour penser à un plan. Ils se regroupent et Hans dit qu'il peut repousser les attaques pendant 60 secondes. Adlet lui dit que lorsque le temps est écoulé, il doit foncer directement sur Chameau quoi qu'il arrive et qu'il le couvrira. Pendant que Hans combat les monstres,
Hadley élabore rapidement son plan. Il décide d'utiliser du poison, puis d'essayer de les enflammer pour voir si cela fonctionne. Hans crie que les 60 secondes sont écoulées. Hadley joue de sa flûte, attirant les monstres et gagnant du temps, ce qui lui permet de placer Hans dans une position favorable. Voyant cela, Chameau les traite d'idiots et crache un autre monstre. Hadley dit à Hans de ne pas l'esquiver mais de le bloquer à la place, ce qui leur donne l'ouverture nécessaire pour porter un coup à Chameau. Ce coup donne à Hans l'occasion de la mettre à terre. Chameau rappelle ces monstres en elle-même alors qu'elle est maîtrisée. Les deux la ramènent au temple, lui disant qu'ils ne pensent pas qu'elle soit le 7e héros. Hadley lui demande alors si elle connaissait la barrière avant de les rejoindre pour la première fois. Chameau dit non et cette réponse dissipe certains de ses doutes. Ailleurs, Frémy et Mora retournent au temple après avoir entendu les bruits du combat de Chameau. Mora s'inquiète lorsque le bruit s'arrête, mais Frémy la rassure en disant que personne ne peut battre Chameau. Pendant ce temps, Hadley et Hans laissent Chameau au temple et se dirigent vers la forêt. En chemin, Hans dit à Hadley que Frémy est toujours son principal suspect. Hadley n'est pas d'accord, disant qu'elle n'est pas l'imposteur, mais Hans l'avertit que se rapprocher d'elle est dangereux. Il explique que Frémy vit dans l'obscurité, n'aime et ne fait confiance à personne, et voit tout le monde autour d'elle comme un ennemi ou quelqu'un qui le deviendra. Hadley le fixe et Hans ajoute qu'il vit aussi dans l'obscurité, mais que celle de Frémy est bien plus profonde. En raison des valeurs de camaraderie et de confiance d'Hadley, Hans dit qu'ils sont pratiquement d'espèces différentes. Hadley est d'accord, mais dit qu'il veut toujours lui parler. Il laisse Chameau aux soins de Hans et lui remet un outil qu'il espère aidera à trouver des preuves. Ensuite, Hadley déclenche la bombe que Frémy lui avait donnée et elle ressent le signal. En attendant, elle se demande si elle le déteste vraiment parce qu'elle pensait qu'il commençait à se comprendre. Puis, elle réalise qu'il est juste devant elle, mais avec son arme prête. Au temple, Mora réprimande Hans pour avoir laissé Hadley s'échapper. Hans lui demande d'y aller doucement avec lui et dit qu'il pense pouvoir prouver l'innocence d'Hadley parce qu'Hadley a compris le plan du 7e. Cela surprend Mora. Hadley dit à Frémy qu'il a découvert une partie du piège du 7e. Il dit qu'ils avaient tort de penser que la barrière avait été activée juste avant qu'il n'ouvre la porte, car lorsqu'il est entré dans le temple, la barrière était encore inactive. Quand elle ne le croit pas, il lui rappelle qu'ils savent comment l'activer et lui demande si elle se souvient qui leur a appris. Comme elle ne répond pas, il le dit lui-même, Lorraine. Cela l'a fait se demander si Lorraine travaillait pour le 7e, car aucun d'eux ne connaissait la barrière avant qu'il ne leur en parle. Goldof et Nashetania l'ont appris un jour avant. Mora le savait déjà parce que Lorraine lui avait montré comment l'activer. Hans ne savait pas parce qu'il n'avait jamais rencontré Lorraine et Chameau l'a appris seulement après avoir rejoint le groupe. En bref, ils ont tous appris à activer la barrière grâce à Lorraine. Donc s'il mentait, il n'y aurait aucun moyen de le savoir. Frémy écoute attentivement et lui dit de continuer. Hadley explique que l'ennemi a utilisé Lorraine et les monstres pour les attirer au temple, attendant leur arrivée avant de déclencher la brume, leur faisant croire que quelqu'un avait activé la barrière et s'était échappé ensuite. Mais la barrière n'avait pas encore été activée, il n'y avait que de la brume, même si l'épée était déjà sur l'autel, donc le 7e a profité du désir de tout le monde de désactiver la barrière pour l'activer réellement. Ensuite, tout ce qu'ils avaient à faire était de prétendre que le temple avait été scellé jusqu'à l'arrivée d'Hadley, le rendant ainsi bouc émissaire. Frémy souligne que c'est Hans qui l'a accusé et demande directement si Hans est le 7e. Pendant ce temps, la princesse demande à Goldof s'il se souvient comment Hans s'est présenté. Lorsqu'il répond oui, elle souligne quelque chose d'étrange à propos du moment où Hans et Mora sont entrés dans le temple. Bien que ce ne soit qu'une seule fois, Hans l'a appelée princesse, ce qui signifie qu'il a toujours connu son identité, mais a ensuite prétendu le contraire. Elle ne sait pas pourquoi et Goldof est choqué. Ailleurs, Hans dit à Mora ce qu'Hadley a découvert sur le plan du 7e. Elle dit que ça doit être quelqu'un de très intelligent et après avoir libéré Chameau, rappelle à Hans qu'il a été le premier à accuser Hadley. Hadley dit à Frémy qu'il a pensé à révéler ce qu'il savait sur le tour de la pièce fermée, mais comme Hans a parlé en premier, il a décidé de le laisser finir. Elle demande s'il fait confiance à Hans et Hadley dit oui, parce que lorsqu'ils se sont battus et que Hans tenait sa vie entre ses mains, il a choisi de croire en sa parole. Il dit que ce n'est pas la partie importante. L'important, c'est qu'ils savent maintenant que quelqu'un a attendu qu'il entre dans le temple avant d'activer la brume. Donc, son objectif est d'attraper le coupable et de blanchir son nom. Frémy dit que c'est une bonne idée, mais avertit qu'il a commis une erreur fatale en sous-estimant les saintes. Elle explique que même si elles utilisent les pouvoirs des dieux, ces pouvoirs ont des limites et varient d'une sainte à l'autre.
Adlé insiste qu'il doit y avoir quelqu'un qui peut contrôler la brume, et elle révèle que cela pourrait être la sainte qui a formé la barrière, Usfa, la sainte de la brume. Frémy explique qu'Usfa aurait pu couvrir la forêt en 15 minutes, mais qu'elle aurait pu passer des années à accumuler le pouvoir du dieu de la brume en cet endroit pour le libérer instantanément. Si elle avait su qu'Usfa pouvait faire cela, dit-elle, Usfa aurait été en tête de sa liste de cibles. Puis, en lançant une bombe, elle révèle un grand nombre de piliers enterrés dans la forêt. Ces poteaux contiennent le pouvoir de la barrière fantôme, et grâce à eux, le brouillard est apparu instantanément. Adlé se demande si peut-être une autre barrière de brume a été créée, mais Frémy dit qu'un seul type de barrière peut être installé à un endroit. S'il y en a deux, l'une sera désactivée. C'est pourquoi elle pense que créer autant de brume à la fois est impossible sans une barrière. Mais comme il y en avait déjà une pour produire de la brume, elle pense que sa théorie est fausse. Pendant ce temps, Hans essaie de convaincre Mora que la théorie d'Adlet est toujours la plus plausible, mais elle refuse d'écouter et déclare qu'elle va poursuivre Adlet. Hans la menace pour la faire arrêter. Il dit qu'il est certain de l'innocence d'Adlé et demande pourquoi elle a épargné tout le monde alors qu'elle aurait pu les tuer. Mora dit que c'est pour la même raison qu'elle est apparue devant eux en premier lieu. Elle voulait juste tendre un piège et jouer avec leur cœur. De cette façon, ils se retourneraient tous les uns contre les autres. Elle le réprimande pour s'être laissé berner si facilement. La scène revient à Frémy qui dit à Adlet qu'il est en échec et Matt parce que sa théorie est ruinée. Même s'il n'est pas l'imposteur, il n'a aucune chance de survivre. Adlet déplore de ne pas avoir son aide et envisage d'aller voir la princesse, mais Frémy s'en rend compte et l'accuse de toujours compter sur les autres, et menace de le tuer. Adlet sourit, lui disant qu'il est habitué à être insulté et moqué. Il lui rappelle que, comme on lui a appris, tout se termine quand on arrête de sourire, donc il n'abandonnera pas, puis il souligne que si elle le tue, elle sera la prochaine suspecte. Tant qu'il est en vie, personne ne doutera de Frémy, c'est pourquoi il lui demande de croire en sa parole. Elle dit que c'est impossible, car elle ne comprend pas sa façon de penser. Elle ne comprend pas pourquoi il sourit, pourquoi il ne renonce pas même aux portes de la mort, ou pourquoi il la protège. Finalement, elle dit que Mora a probablement atteint le temple maintenant, et a peut-être convaincu Hans de le traquer. Malgré cela, elle veut qu'Adlet reste avec elle pour qu'elle puisse mieux le connaître. Pendant ce temps, la princesse dit à Goldof que pendant son voyage avec Adlet, elle a ressenti beaucoup de choses. Elle dit qu'elle ne devrait pas le comparer aux autres braves, parce qu'il y a quelque chose de différent chez lui, bien qu'elle ne sache pas encore quoi. Elle demande alors à Goldof de vérifier sa marque pour voir si Adlé est toujours en vie. Un peu embarrassé, Goldof accepte et lui dit que personne n'est mort. Dans la scène suivante, Adlé est pris au dépourvu lorsque Frémy dit qu'elle essaie de lui faire confiance. Il essaie de s'approcher, mais elle lève son arme, menaçant de le tuer s'il ose lui mentir. Il lui demande d'arrêter, lui disant qu'il n'a jamais pensé à eux comme des ennemis et qu'il l'a toujours protégé sans arrière-pensée. Frémy ne croit pas un mot et le prévient de ne pas essayer de la tromper. En entendant cela, Adlé décide de lui dire qu'il y a eu un moment où il a essayé de se transformer en rien de plus qu'une arme de guerre parce qu'il pensait qu'ainsi il pourrait jeter son cœur et se concentrer uniquement sur le fait de tuer les monstres qui lui avaient tout pris. Il pensait que c'était le seul moyen de devenir le guerrier le plus fort du monde. Mais avec un peu de gêne, il admet que cela n'a pas fonctionné parce qu'on ne peut pas jeter son cœur. Frémy répond qu'il a tort, expliquant qu'elle a réussi à le faire parce que c'était nécessaire pour sa vengeance. Adlé lui dit que c'est impossible, car le désir même de jeter son cœur vient de ce même cœur. C'est pourquoi elle n'abandonnera jamais vraiment tout pour devenir plus forte. Et puis, l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut simplement abandonner. Surpris, Frémy écoute alors qu'il avoue que pendant tout le temps qu'ils ont passé ensemble, il a été amoureux d'elle. Il vient juste de le réaliser, mais sait que ses sentiments n'ont pas changé depuis la première fois qu'il l'a vue. Il lui dit que lorsqu'il a découvert qu'elle était la tueuse de Eros, il a décidé que si personne d'autre ne lui faisait confiance, lui le ferait. S'il n'y avait personne pour la défendre, il serait la seule personne à le faire. Il dit que c'était pareil quand l'imposteur est apparu. Au lieu de les chercher, il s'est concentré sur sa protection, car il n'a jamais douté de son innocence. Elle demande ce qu'il aime chez elle, et il dit qu'il ne sait pas, mais que ça lui fait mal chaque fois qu'elle souffre. C'est une douleur que même l'homme le plus fort du monde ne peut supporter. Enfin, Frémy demande où il prévoit de vivre après avoir tué le dieu démon, car elle ne peut pas retourner parmi les monstres et n'a pas de place parmi les humains. La meilleure option, dit-elle, serait de mourir au combat. Adlé lui dit que lorsqu'elle aura sa revanche, elle devrait continuer à vivre. Elle dit que c'est impossible parce qu'elle est la fille d'un monstre et du tueur de héros, mais Adlé promet qu'il s'assurera qu'elle ait un foyer parce qu'il est l'homme le plus fort du monde. En entendant cela, Frémy dit qu'elle comprend maintenant, mais quand il essaie de s'approcher d'elle, elle lui tire dessus. À sa surprise, elle dit qu'elle est maintenant convaincue qu'ils sont ennemis,
Pendant ce temps, le reste des braves entend les coups de feu et essaie rapidement de localiser le combat. Avant de partir, Mora ordonne à Shamo de surveiller Hans et de ne pas attaquer à moins qu'il ne fasse quelque chose. Hans se plaint, sachant que Shamo est dangereux, mais Mora l'ignore et invoque le pouvoir du dieu de la montagne. En utilisant la technique des échos de la montagne, elle informe les autres que Hans a été vaincu et est grièvement blessé, et qu'Adley, après tout, est le 7ème. En entendant le mensonge de Mora, Hans est furieux, surtout qu'elle a ordonné la mort d'Adley. Mais Shamo dit qu'elle n'a pas écouté et au pire, elle le laissera à moitié mort. Mora la prévient de ne pas essayer, elle veut juste qu'il soit surveillé. Pendant ce temps, Frémy poursuit Adlet, qui lui montre sa marque de Brave pour prouver que Hans est toujours en vie. Elle répond que Mora n'a jamais dit qu'il était mort et lui dit qu'elle ne le croira plus jamais. Ailleurs, la princesse, ébranlée par le message de Mora, s'excuse auprès de Hans de l'avoir douté. Goldof suggère qu'ils partent, mais soudain elle commence à agir étrangement. Après s'être calmée, elle dit que c'est la première fois qu'elle ressent une vraie colère. Elle regrette d'avoir fait confiance à Adley, et en libérant son pouvoir, elle effraie même Goldof. En riant, elle lui demande comment il se sentirait si elle perdait le contrôle et tuait Adley. De retour avec Frémy, elle tire un signal lumineux dans le ciel pour que les autres puissent les trouver. Adlet lui dit de retourner au temple pour qu'il puisse exposer les mensonges de Mora. Frémy dit que cela n'a pas d'importance car cela ne changera pas le fait qu'il est toujours l'imposteur. Elle continue de le poursuivre, lançant des explosifs pour l'arrêter. Adley essaie de la convaincre de le croire, ce qui la prend au dépourvu. Elle lui dit que tous les menteurs disent la même chose quand ils essaient de la séduire avec de belles paroles et elle ne se laissera plus avoir. Personne ne peut la protéger, alors elle doit survivre seule jusqu'à sa mort. Alors qu'elle prépare sa prochaine attaque, elle dit qu'il vaut mieux ne faire confiance à personne que de faire confiance et être trahi. Malgré tout, Adley continue de s'approcher malgré ses attaques continues, car il sait que même si Frémy a décidé de ne faire confiance à personne, au fond d'elle, elle veut toujours quelqu'un en qui avoir confiance. Soudain, Mora apparaît, disant à Frémy de la couvrir pendant qu'elle en finit avec Adlet. Le protagoniste essaie de fuir, pensant que tout est fini. Convaincu qu'il ne peut plus rien faire pour Frémy, il utilise son équipement pour retenir Mora un instant. Lorsqu'il parvient enfin à faire regarder Frémy, il s'arrête de bouger, prêt à encaisser le coup de Mora de plein fouet. Mais juste avant qu'elle ne le frappe, Frémy intervient, disant qu'Adlet s'est rendu. Elle comprend sa décision et le prévient qu'il ne s'en sortira pas vivant. Adlet demande si Hans est vivant. Elle le confirme et dit que c'est Hans qui l'a blessé. Ils disent qu'ils vont l'emmener pour le forcer à avouer qui l'a envoyé. Adlet refuse et promet plutôt de prouver l'innocence de Frémy, expliquant que le plan de l'imposteur reposait sur l'activation de la barrière par l'un des 7 braves marqués. Sans perdre de temps, il dit qu'il va directement aux preuves. Mora lui dit de se taire, le traitant d'imposteur. Mais il sort un médicament que son maître a fabriqué et demande une balle à Frémy. Il explique que le médicament est utilisé pour détecter des traces de monstres, devenant rouge lorsqu'il réagit avec leur fluide. Il dit qu'il a vu la partie monstrueuse de Frémy réagir, mais quand il l'a pulvérisé sur l'hôtel d'activation, il n'y a eu aucune réaction. Adley dit que Hans a également été témoin de l'innocence de Frémy. Puis il avertit Mora que si elle est la 7ème, son plan est ruiné parce qu'après l'avoir tué, elle prévoyait probablement de blâmer et d'éliminer Frémy aussi. Mora dit que c'est impressionnant qu'il ait presque réussi à lui faire croire qu'il était un vrai héros, mais maintenant elle va le tuer avant qu'il ne trompe quelqu'un d'autre. Adlet dit à Frémy que quand il mourra, elle devrait aller directement voir Hans. Mais avant que Mora ne puisse frapper, Frémy lui tire dessus. Frémy dit à Adlet qu'elle le détestait parce qu'elle commençait à lui faire confiance et plus il parle, plus elle le déteste. Parce qu'il lui fait confiance alors qu'elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit. En pleurant, elle crée une distraction pour qu'ils puissent tous les deux échapper à Mora. Mais soudain, Nash et Tanya arrivent avec Goldof et bloquent leur chemin. La princesse dit à Adlet que c'était amusant d'être avec lui, mais maintenant, elle doit le tuer. Frémy, entendant les mots de la princesse, lui dit que Hans va bien et qu'Adlet n'est pas son ennemi, donc elle ne devrait pas écouter les mensonges de Mora. Mais Mora insiste cependant, affirmant que Hans est blessé et qu'Adlet est leur ennemi. Nash et Tanya se tournent alors vers Adlet, lui disant qu'elle attend toujours qu'il se repente avant de mourir. En entendant cela, Frémy dit à Adlet de fuir, l'avertissant que la princesse est devenue folle. Il dit qu'il se dirige vers le temple, mais soudain, Nash et Tanya, fatigués d'attendre, attaquent, encouragés par les paroles de Mora. Frémy intervient immédiatement pour protéger Adlet, détruisant complètement l'attaque de la princesse. Mais Nash et Tanya ne renoncent pas et changent de tactique, lançant une autre attaque qui échoue également. Goldof décide alors d'intervenir, s'en prenant à Frémy, mais elle le détecte à temps. Même ainsi, Goldof se précipite à nouveau, forçant Adlet à intervenir pour la protéger. Voyant à quel point ils se battent bien ensemble, Mora dit à la princesse qu'elle s'occupera de Frémy pendant que les autres s'occupent d'Adlet. Mais Frémy lance plusieurs bombes, les forçant à reculer un moment. Elle dit à Adlet qu'elle retiendra Goldof et Mora pour qu'ils puissent s'échapper. Mais se souvenant de sa promesse, Adlet dit qu'il la protégera jusqu'à la fin parce qu'il est l'homme le plus fort du monde.
Un moment plus tard, il essaie de se diriger vers le temple, mais la princesse le poursuit. Pendant ce temps, Goldof et Mora attaquent Frémy, doutant qu'elle puisse les affronter tous les deux. Finalement, Mora porte un coup net, battant la Sainte de la Poudre. Avant de tomber, Frémy souhaite qu'Adlet s'échappe. Le seul objectif d'Adlet maintenant est d'atteindre le temple et de montrer à la princesse que Hans va bien. Mais quand il arrive, ni Hans ni Chameau ne sont là. Il vérifie sa marque pour s'assurer qu'ils sont toujours en vie et à ce moment-là, Nashetania le rattrape et reprend ses attaques. Adlet déploie des bombes fumigènes pour se cacher, mais la princesse parvient quand même à le suivre. Elle le blesse alors qu'il fuit à travers la forêt. Mais même blessé, il continue de courir. Puis Nashetania lui porte un coup sérieux et le piège, satisfaite d'elle-même. En repensant à leur voyage ensemble, Adlet lui dit qu'il l'a toujours vue comme une camarade et qu'en travaillant en équipe, il n'aurait aucune raison de craindre le dieu démon. La princesse lui dit d'arrêter de mentir, affirmant qu'il l'a trahi. Mais Adlet jure qu'il n'a jamais essayé de tuer ou de piéger aucun de ses compagnons. Elle ne le croit pas et dit qu'il ne la trompera pas. Perdant du sang, Adlet commence à trembler. Alors qu'il est sur le point de s'évanouir, il voit Nashetania s'apprêter à le tuer et, par un effort immense, il bloque son cou avec ses mains et la repousse d'un coup de pied. Goldof arrive à ce moment-là, forçant Adlet à fuir pour sauver sa vie. Abandonnant son équipement en fuyant, il se lamente en réalisant trop tard qu'il est au bord de la mort. Soudain, Goldof se jette avec son arme et Adlet parvient à peine à bloquer à temps. Mais dans son état affaibli, il ne peut pas arrêter Goldof de le frapper et de l'envoyer directement vers Mora. Avec un sourire en coin, Adlet remercie Goldof pour le service, car il n'avait plus la force de continuer à courir. Il rappelle ensuite à Goldof quand ils se dirigeaient tous vers le temple et ont été pris en embuscade à cet endroit précis. Quand Goldof demande ce qu'il veut dire, Nashetania et Mora l'interrompent, lui ordonnant de tuer Adlet. Goldof suggère plutôt de l'interroger d'abord, elle refuse, convaincue qu'il ne parlera pas, jusqu'à ce que Nashetania remarque soudain quelque chose. Au loin, elle voit Chameau marcher avec Hans. Ce qui la choque, Adlet réprimande Hans pour avoir pris autant de temps et lui demande où il était. Hans s'excuse, disant qu'il le cherchait pour lui montrer quelque chose qu'ils avaient trouvé. Voyant que ses compagnons sont en vie, Nashetania regrette d'avoir blessé Adlet pour rien. Elle et Goldof demandent tous deux à Mora pourquoi Hans n'est pas blessé. Mora admet qu'elle a menti à ce sujet, mais insiste sur le fait qu'Adlet est toujours l'imposteur. À ce moment-là, Adlet interrompt, expliquant ce que cela signifie vraiment d'être l'homme le plus fort du monde. Il leur demande qui d'autre que lui aurait pu arriver aussi loin vivant, puis il déclare qu'il est temps de vaincre le 7e brave. La scène change alors qu'Adlet expose toute l'histoire de leur tromperie. Mora soutient que sa théorie est fausse, que le sein de la brume aurait besoin d'une barrière puissante pour envelopper la forêt. Adlet la coupe, disant qu'il y a un sein qui pourrait créer de la brume instantanément. Il lui rappelle qu'elle a déjà admis qu'elle ne connaissait pas l'étendue réelle des pouvoirs de chaque saint. Mais, ajoute-t-il, ce ne sont pas les saints qui ne comprennent pas, c'est leur manque de connaissances en sciences. Il explique comment le brouillard se forme. De minuscules gouttelettes d'eau se condensent dans l'air, plus la température est élevée, plus la vapeur d'eau s'accumule. Si la température chute soudainement, cette vapeur se transforme en gouttelettes qui flottent dans l'air, créant du brouillard. Chameau dit qu'elle ne comprend pas, alors Adlet explique que comme l'humidité de la forêt est si élevée, une chute soudaine de température provoquerait instantanément du brouillard. Mora soutient que cela ne change rien, puisque la sainte de la glace et la sainte de la neige auraient besoin d'une barrière massive pour y parvenir. Adlet rétorque qu'elle manque d'imagination. Tu n'as pas besoin de baisser la température. Tu l'élèves, dit-il. Tout le monde réalise immédiatement que la brume pourrait avoir été créée par la Sainte du Soleil. Adlet confirme que c'est son hypothèse et demande à Mora si c'est possible. Elle admet à contre-cœur que cela pourrait l'être. Frémy prend alors la parole, expliquant que Riora, la Sainte du Soleil, a des jambes si faibles qu'elle a besoin d'un fauteuil roulant, mais que le pouvoir du dieu Soleil en elle est toujours aussi fort. Adlet conclut que Riora a probablement été enlevé et forcé de coopérer. Il demande ensuite s'ils ont trouvé étrange qu'il fasse si chaud lorsqu'ils sont arrivés près de cette zone. Il pense que ceux qui les ont accueillis à la forteresse travaillaient avec le 7e, les trompant dès le début. Si quelqu'un d'autre savait comment activer la barrière, le plan aurait échoué. Mais c'était peu probable puisque le roi gardait cette connaissance sous un contrôle strict. Enfin, il dit que peut-être après avoir ouvert la porte du temple, le 7e a signalé au monstre de tuer Riora. Avec le pouvoir de la Sainte du Soleil disparu, la température chuterait instantanément, couvrant la forêt de brouillard. À partir de là, le 7e n'avait qu'à s'approcher innocemment de l'hôtel et activer la barrière. Mora rétorque en disant qu'il n'a aucune preuve, seulement des spéculations. Mais Adlet dit qu'il n'a pas fini, le dernier puzzle est celui-ci.
Où le corps de Rihora était-il caché? Il explique que malgré la taille de la forêt, il y a peu d'endroits pour cacher un corps. S'il avait été enterré, Chameau l'aurait trouvé immédiatement. À ce moment-là, Hans intervient pour annoncer qu'il a trouvé le corps. Adlet hoche la tête, disant que le meilleur endroit pour cacher un cadavre est parmi d'autres cadavres. Il demande à Frémy si le monstre en question était parmi ceux qu'ils ont combattus. Elle et la princesse disent qu'elle s'en serait souvenue si elle l'avait vu. Adlet ordonne alors à Hans de récupérer le corps de Rihora. Quand Hans le montre à Mora, il lui demande si c'est vraiment elle. Et quand elle le confirme, il dit à tout le monde que cela prouve l'innocence d'Adlet. Mora insiste toujours sur le fait que cela pourrait être un piège qu'Adlet a tendu pour blanchir son nom, mais Frémy soutient que si c'était vrai, il aurait partagé cette théorie bien plus tôt et qu'il a déjà risqué sa vie plusieurs fois dans le processus. Enfin, Mora admet qu'elle avait tort de le juger, et à ce moment-là, Adlet s'effondre, souriant et ayant finalement prouvé son innocence. Mais Chameau le réveille pour demander qui a tué la vieille femme, et Adlet répond que c'était probablement le monstre. Adlet déclare soudainement que le 7e brave est Mora, ce qui met instantanément tout le monde en colère. La princesse se tourne vers Frémy, lui disant de protéger Adlet, et ordonne à Goldof de ne pas laisser Mora s'échapper. Mais Mora élève la voix, insistant sur le fait qu'elle n'est pas l'imposteur non plus, et exige qu'il présente des preuves de sa culpabilité. Nashetania répond qu'aucune preuve n'est nécessaire. Il n'y a plus d'autres suspects, mais Adlet intervient, d'accord avec Mora, il n'y a pas de preuves concrètes contre elle. Se levant, il commence à se demander à haute voix qui pourrait être le coupable si ce n'est pas Mora. Soudain, Chameau interrompt en disant « La mamie ne peut pas être l'imposteur ». Elle sort alors des tablettes en bois qu'elle a trouvées. Elle explique qu'elle a détruit le sol du temple et déterré une grande boîte contenant une épée et les tablettes. Hans fait remarquer que l'un d'eux est identique à celui à l'intérieur du temple, et que l'épée est exactement la même que celle sur l'autel. Cela signifie, conclut-il, que celui qui a activé la barrière a pris soin de préparer un ensemble d'activations de rechange. La question maintenant est, pourquoi y a-t-il 2 tablettes ? Hans dit que le vrai problème est la 2e tablette, car elle contient des instructions pour désactiver la barrière, puis la réactiver à nouveau en utilisant une méthode surprenante. Pour réactiver, il faut retirer l'épée et la tablette cassée, répéter le processus d'activation, verser du sang sur l'épée, réciter les mots, et enfin détruire la tablette. Adlet demande si ces objets sont authentiques, et Chameau lui assure qu'ils sont identiques aux autels. Hans demande alors qui a cassé la tablette. Chameau dit qu'elle ne sait pas, quand elle est arrivée, elle était déjà cassée, et elle exige de savoir qui l'a fait. Adlet réfléchit et réalise que c'était Nashatania qui l'a cassée. Hans n'en revient pas, mais Frémy le confirme. Tout le monde est choqué, même Nashatania elle-même qui a l'air confuse. Hans se prépare à frapper, admettant qu'il pensait d'abord que Goldof était le coupable. Goldof se place instantanément devant la princesse pour la protéger. Nashatania avoue que, oui, elle a brisé la tablette, mais affirme qu'elle n'a jamais pensé que cela activerait la barrière et supplie Adlet de parler, disant qu'elle sait qu'il n'est pas le 7e brave. Mais Adlet, se souvenant de leur voyage ensemble, est figé sur place. Stupéfait. Puis, il réalise que le piège nécessitait une condition très spécifique, que le premier brave à atteindre le temple tomberait dedans. Et qui l'a envoyé au temple en premier? La princesse. La rage monte en lui, Nashatania recule et, à la stupéfaction de tous, admet calmement qu'elle est la 7e brave. Goldof s'effondre à genoux de désespoir et elle s'approche de lui pour s'excuser. Elle admet qu'elle aurait pu s'en sortir, mais les actions d'Adlet ont ruiné ses plans. Elle admet aussi une erreur. Elle savait qu'il y avait un jeu d'activation de rechange, mais elle ne savait pas qu'une des tablettes contenait des instructions pour activer la barrière. Souriant, elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir pu en tuer aucun. Elle avait espéré en éliminer au moins 2, mais peut-être a-t-elle échoué parce qu'elle n'était pas assez agressive. Avec le recul, dit-elle, elle aurait dû s'approcher suffisamment pour tuer Adlet elle-même, ou faire en sorte que Goldof le fasse. Mais les choses semblaient se dérouler si bien qu'elle ne s'en est pas souciée, pensant qu'Adlet était facile à duper. Elle admet qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il la démasquerait et se tourne même vers Hans, le qualifiant de l'adversaire le plus difficile à battre. En fin de compte, elle doit admettre qu'Adlet avait raison, sans lui, elle aurait probablement gagné. Mora intervient, demandant pourquoi elle voulait les tuer, ou si son véritable objectif était de s'allier avec le dieu démon. Nashatania dit qu'elle n'aurait jamais dû aller jusqu'au bout, et que la meilleure chose aurait été de demander leur aide dès le début. Goldof demande ce qu'elle essayait de faire, jurant qu'il l'aurait suivi n'importe où. Mais la princesse dit que s'il avait vraiment suivi ses ordres sans poser de questions, elle lui aurait dit toute la vérité et se moque de lui pour prétendre être loyale maintenant. Chameau demande pourquoi elle a essayé de les tuer. Nashatania répond que son objectif était d'atteindre la véritable paix, un monde où humains et monstres pourraient vivre ensemble.
Pour ce faire, elle devait ressusciter le dieu démon, ce qui signifiait éliminer les braves. Maintenant qu'elle a été découverte, elle leur demande poliment de s'écarter pour qu'elle puisse s'occuper du dieu démon lorsqu'il se réveillera. Elle affirme qu'elle ne laissera pas cela détruire le monde humain parce qu'elle aime les humains et les monstres de manière égale. Mora exige une explication plus claire. Nasha Tanya dit qu'elle voulait une réconciliation entre les humains et les monstres, et bien que des dangers subsisteraient, il y aurait la paix. Le coût cependant serait d'environ 500 000 vies. Les braves, stupéfaits, n'en croient pas leurs oreilles. Menés par Adlet, ils se préparent à l'affronter, mais soudain la princesse change de forme avant de disparaître dans une forte odeur. Elle dit qu'elle est désolée de ne pas avoir pu les convaincre. Adlet reconnaît l'odeur. C'est une technique de monstre avancée. Alors qu'elle se fond dans l'environnement, la voix de Nasha Tanya atteint chaque brave individuellement. Hans utilise cela pour essayer de localiser sa position et mène le groupe à sa poursuite. Dans le chaos, Adlet s'effondre. Mora ordonne à Frémy de s'occuper de lui. Inquiète, Frémy le supplie de tenir un peu plus longtemps. En s'occupant de lui, Adlet dit qu'elle semble plus gentille, comme la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il essaie de lui avouer son amour, mais Frémy lui dit qu'elle le déteste parce qu'il lui donne envie de continuer à vivre. En le voyant près de la mort, elle utilise sa bouche pour lui donner des médicaments. La scène change et Adlet se réveille dans le temple sous les soins de Mora. Elle s'excuse de ne pas être Frémy et explique qu'elle a utilisé des herbes de montagne infusées, débordant de vitalité. Elle s'excuse encore de ne pas avoir réalisé plus tôt qu'il était d'un véritable héros. Il lui dit que tout cela appartient au passé et lui demande de se réconcilier avec les autres. Hans dit qu'elle l'a déjà fait et l'informe que la barrière a disparu lorsque Nasha Tanya l'a dissipée avant de partir. Adlet sort et trouve Chameau, demandant où est Goldof. Elle le désigne, disant qu'il est en mauvais état et ne répond à rien. Adlet déplore de ne pas pouvoir aider pour le moment, puis prend un moment pour profiter du soleil. Plus tard, il trouve Frémy qui dit qu'elle est désolée que son préféré se soit avéré être le 7e brave. Il demande ce qu'elle veut dire et elle dit qu'elle ne veut pas lui parler maintenant parce qu'elle a besoin de temps. Mais avant qu'elle parte, il dit qu'il veut savoir 2 choses. Premièrement, combattra-t-elle aux côtés du groupe plutôt que seule? Sans hésitation, Frémy dit oui. Deuxièmement, est-il vrai qu'être avec lui donne envie de vivre? Rougissante, elle admet que c'est le cas. Fou de joie, Adlet lui dit de se battre avec lui pour vaincre le dieu démon et survivre. Dans la scène suivante, les braves se rassemblent, déterminés à poursuivre leur mission. Soudain, une jeune femme apparaît, s'excusant d'être arrivée en retard. Elle reconnaît Adlet et le salue chaleureusement, disant que cela fait longtemps. Frémy demande qui elle est et la nouvelle venue se présente comme Rolonia, la sainte du sang. Mora demande pourquoi elle est là et Rolonia dit que bien qu'elle ne pense pas être digne d'être une brave, elle fera de son mieux pour aider. Ces mots surprennent tout le monde, d'autant plus lorsqu'elle montre qu'elle porte aussi la marque à 6 pétales. Rolonia demande alors pourquoi, s'ils sont les 6 braves, ils sont 7. À ce moment-là, Doltom III, roi de Gwenbyre, arrive avec la garde royale. Il dit qu'il est venu après avoir entendu que la barrière fantôme avait été activée et est soulagé de les voir en sécurité. Il les informe ensuite que tous les monstres du continent se dirigent vers la forêt, environ 2000 au total. En entendant le nombre, Frémy suggère de se retirer et Rolonia est d'accord. Mais Chameau s'y oppose fermement et Hans ainsi que Mora se rangent de son côté. Frémy regarde Rolonia et se demande si elle leur a tendu un piège à l'avance. Hans ajoute qu'elle s'attendait peut-être à ce qu'ils battent en retraite. Mora intervient, leur demandant de se calmer, et les assure que Rolonia n'est pas leur ennemi, bien que la dispute ne fasse que s'intensifier. Doltom les interrompt, demandant pourquoi il y a 7 braves au lieu de 6. Adlet dit qu'il est inutile d'expliquer et se déclare l'homme le plus fort du monde. Ensuite, il demande au roi une faveur. Activer la barrière fantôme. Le roi dit qu'il a assez d'eau et de provisions pour tenir, donc il peut l'activer immédiatement. Adlet lui demande de le faire dans 30 minutes et de la garder active jusqu'à ce que le dieu démon soit vaincu. Il se déclare ensuite chef des braves, arguant qu'il est le seul dont l'authenticité est certaine. Hans admet qu'il a encore des doutes, mais dit qu'il n'y a pas de meilleur choix pour l'instant. Mora accepte de le suivre pour le moment, et les autres finissent par accepter son leadership. Dans la scène finale, la barrière est activée une fois de plus, et les braves se préparent à entrer dans le pays des démons hurlants. Adlet les avertit, avec la sortie scellée, il n'y a pas de retour possible jusqu'à